Un milliardaire entra dans une maison de retraite pour faire un don, mais il s'arrêta net en voyant une dame âgée et dit « Je connais ce regard. C'est toi, maman ?» Et ce qui se passe ensuite est stupéfiant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil d'octobre illuminait le bitume tandis que Mark Collins garait son Audi sur la place visiteur du centre de vie Green Meadows. Il ajusta sa cravate bleu marine, passa une main sur ses tempes grisonnantes et prit une profonde inspiration avant de sortir de la voiture. Le rétroviseur refléta son visage. De fines ridules au coin de ses yeux étaient la seule preuve de ses 45 ans. Tout le reste de son apparence était impeccable, comme toujours. 20 minutes, pensa-t-il en consultant sa montre. Je remets le chèque, je prends quelques photos et je rentre pour la réunion de 14 heures. La maison de retraite n'était pas ce à quoi Mark s'attendait. Au lieu de sentir le désinfectant et d'avoir des couloirs lugubres, l'endroit l'accueillit avec des murs aux couleurs douces et une musique d'ambiance. La réception ressemblait à celle d'un hôtel de moyenne gamme, propre, accueillante, sans extravagance. Monsieur Collins, bienvenue à Green Meadows. Une femme d'âge mûr, portant un badge nominatif indiquant Suzanne, s'approcha de lui avec un sourire chaleureux. La directrice termine un appel. Souhaitez-vous un café en attendant? Merci, Suzanne. Mark sourit, bien que son esprit fût déjà à la réunion suivante. Le chèque de 20 000 $ dans l'enveloppe de sa poche n'était qu'un autre point sur sa liste de choses à faire de la journée. Le don annuel de Collins Enterprises aux institutions locales, bon pour les impôts, encore meilleur pour l'image de l'entreprise. En attendant, il observa le tableau d'affichage rempli de photos de seniors souriant participant à diverses activités, jardinage, peinture, jeux de société. Suzanne remarqua son intérêt. « Nous essayons de maintenir tout le monde actif ici », expliqua-t-elle en ajustant ses montures de lunettes aux couleurs vives. Monsieur Peter, là-bas, celui qui porte le chapeau, a 92 ans et bat encore tout le monde aux échecs. Mark hocha la tête, feignant l'intérêt. La voix de Janet, son assistante, résonnait dans son esprit, montrait de l'intérêt. Posez quelques questions. La presse locale sera là. Il suivait les ordres. Et combien de temps la plupart d'entre eux restent-ils ici? Cela varie beaucoup. Certains arrivent en ayant besoin de soins temporaires et finissent par rester une fois qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Suzanne feuilleta un dossier. Madame Sanderson est ici depuis 12 ans. Elle est pratiquement notre mascotte, dit-elle en riant et en désignant une dame aux cheveux blancs sur la photo centrale. Mark jeta un coup d'œil discret à sa montre. 15 minutes. Et cette dame? Demanda-t-il au hasard, pointant une autre photo sur le tableau. Oh, Margaret Ellis. Elle est ici depuis 2 ans. C'est une femme tellement adorable. Suzanne sourit avec affection. Son fils vient souvent. Il ne manque jamais une semaine. C'est beau de voir ce genre de dévouement. Pendant une seconde, le monde entier s'arrêta. Mark eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac, sa bouche s'assécha instantanément. Margaret Ellis, répéta-t-il, sa voix sonnant étrange même à ses propres oreilles. Oui, c'est la dame sur la photo dans le jardin. En fait, elle est probablement là-bas maintenant. Elle aime tricoter sous ce pommier. Mark déglutit difficilement. Ce devait être une confusion, bien sûr. Margaret Ellis n'était pas un nom si rare. Ça ne pouvait pas être elle. Sa Margaret, sa mère, vivait de l'autre côté du pays, dans une maison simple avec un porche d'où elle lui faisait au revoir de la main quand il était parti, il y a tant d'années. Savez-vous d'où elle vient, cette Margaret? Suzanne le regarda avec curiosité. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une porte s'ouvrit au fond. Monsieur Collins, je suis Gloria Winters, la directrice de Green Meadows. Veuillez me suivre. Mark se leva automatiquement, mais son esprit était ailleurs. Un instant, s'il vous plaît. Je dois vérifier quelque chose dans la voiture. Sans attendre de réponse, il se dirigea vers la porte latérale qui menait au jardin. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. Un sentier de pierre menait à un espace vert bien entretenu avec des bancs, des parterres de fleurs et quelques arbres. Et là, sous un pommier ne portant plus que quelques fruits, une dame âgée se balançait doucement sur une chaise, en tricotant. Mark s'arrêta, figé. Même à distance, il reconnaîtrait ses mains n'importe où. Les mêmes mains qui avaient autrefois tenu les siennes quand il était enfant, qui avaient séché ses larmes, qui lui avaient fait au revoir la dernière fois qu'il l'avait vu. Ses jambes le portèrent vers elle avant qu'il ne réalise qu'il bougeait. Il s'arrêta à quelques pas, incapable d'aller plus loin.
La dame leva les yeux de son tricot, sentant sa présence. « Bonjour », dit-elle avec un sourire poli mais vide, le même sourire qu'elle aurait pu adresser à n'importe quel étranger. Ses yeux, les mêmes yeux bruns que Marc voyait dans le miroir tous les jours, ne montraient aucun signe de reconnaissance. « Bonjour », réussit à répondre Marc, sa voix à peine un murmure. « Vous venez rendre visite à quelqu'un » demanda-t-elle en retournant à son tricot. La pelote de laine bleue bougeait doucement sur ses genoux tandis que ses doigts, maintenant plus minces et aux veines plus visibles, travaillaient avec la même précision dont il se souvenait. Marc sentit sa gorge se serrer. « Oui, c'est ça. » Elle sourit poliment à nouveau. « J'espère que votre visite se passera bien. » Un lourd silence s'installa entre eux. Margaret Ellis, sa mère, retourna à son tricot, inconsciente du séisme émotionnel qui se produisait à l'intérieur de l'homme devant elle. Pour elle, il n'était qu'un autre étranger dans le jardin. « Excusez-moi, monsieur », une jeune infirmière apparut. « Madame Ellis doit prendre ses médicaments maintenant. »« Est-ce déjà l'heure » demanda Margaret, l'air légèrement confuse. « Comme le temps passe vite quand on est occupé. » L'infirmière l'aida à se lever, rangeant le tricot dans un sac en tissu. Margaret offrit à Marc un dernier sourire poli avant de retourner vers le bâtiment, s'appuyant sur le bras de l'infirmière. Marc resta là, les genoux flageolants. À quelques mètres de là, des fleurs colorées se balançaient dans la brise légère, et quelque part, un oiseau chantait. La vie continuait autour de lui, mais à l'intérieur, quelque chose venait de se briser irrévocablement. Monsieur Collins, la voix de Gloria Winters semblait distante. « Tout va bien ? Vous avez l'air pâle. » Marc se tourna, essayant de retrouver le sang-froid professionnel qu'il gardait toujours, mais le masque du dirigeant à succès se fissurait maintenant, et à travers les fissures s'infiltrait une douleur qu'il ne savait pas qu'il possédait encore. « Je suis désolé », dit-il en s'éclaircissant la gorge, évitant le regard de la directrice. « Je viens de me souvenir de quelque chose d'urgent. Pouvons-nous faire ça rapidement ?» Alors qu'il remettait le chèque et posait pour les photos de routine, Marc luttait pour assimiler l'impossible. Sa mère, qui était censée être dans sa maison à des milliers de kilomètres de là, vivait dans une maison de retraite dans la ville où il résidait depuis 5 ans. Et un autre fils, sûrement Ryan, son jeune frère, lui rendait visite chaque semaine. 15 minutes plus tard, Marc filait sur l'autoroute, sa cravate desserrée et sa respiration irrégulière. Sur le siège passager, la brochure de Green Meadows affichait nonchalamment le visage de Margaret Ellis, souriant sur une photo de groupe. Sa mère ne l'avait pas reconnue. Pire encore, il n'avait même pas su qu'elle était là. Le monde que Marc avait si soigneusement construit pendant des années, le monde où son absence était justifiée, où son succès compensait tout, s'effondra avec un seul regard vide. Marc se souvenait à peine du trajet de retour. La route qu'il empruntait chaque jour depuis 5 ans lui semblait désormais inconnue, comme s'il naviguait dans des rues étrangères. Quand il gara enfin sa voiture dans le garage de son luxueux condominium, il resta assis de longues minutes, le regard dans le vide. Son téléphone vibra à plusieurs reprises. Des messages de Janet, son assistante, réunion commencée il y a 20 minutes. Tout le monde attend. Puis, est-ce que ça va ? Dois-je reporter ? Et enfin, reporter à demain. Appelez-moi quand vous pourrez. Marc éteignit son téléphone pour la première fois en 15 ans. Une réunion importante lui semblait totalement insignifiante. L'appartement du 18e étage était typique d'un cadre célibataire prospère. Décor minimaliste, équipement de pointe et vue panoramique sur la ville. Marc avait toujours été fier de cet endroit, preuve concrète qu'il était arrivé là où il voulait être. Maintenant, chaque coin semblait crier le vide de sa vie personnelle. Il enleva sa veste de costume, la jeta sur le canapé en cuir italien et se dirigea directement vers le bar. Il se versa un whisky, juste un doigt, sans glace. Le liquide ambré lui brûla la gorge mais ne fit rien pour apaiser le poids sur sa poitrine. Il s'enfonça dans le fauteuil face à la fenêtre, la ville s'étendant en contrebas, indifférente à son drame personnel. Combien d'histoires comme la sienne se jouaient quotidiennement dans ces immeubles, combien de familles déchirées par des choix qui avaient autrefois semblé logiques. « Maman », murmura-t-il, testant un mot qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis si longtemps. La dernière fois qu'il s'était parlé, c'était par téléphone, il y a 7 ans. Une conversation brève, pratique. Il était occupé, venait de conclure une grosse affaire. Elle parlait de petites choses, de la vie quotidienne, du jardin, d'une nouvelle recette, d'un voisin qui avait déménagé. Il écoutait d'une oreille distraite, offrant des réponses monosyllabiques tout en consultant ses emails. « Quand viendras-tu nous voir, mon fils ?
avait-elle demandé à la fin. Bientôt, maman. Dès que les choses se calmeront ici. Les choses ne s'étaient jamais calmées. Marc prit une autre gorgée et ferma les yeux. Les souvenirs qu'il avait refoulés au fond de son esprit commencèrent à refaire surface, désobéissants. Son enfance n'avait pas été mauvaise. Une maison modeste en banlieue, un jardin, un chien nommé Buck et des fenêtres qui laissaient entrer assez de lumière pour réchauffer le sol du salon les après-midi d'hiver. Sa mère, Margaret, était institutrice et rentrait toujours à la maison avec des livres et des histoires. Son père, Thomas, travaillait à l'usine locale et rentrait fatigué, mais ne manquait jamais de jouer au ballon avec les enfants avant le dîner. Et Ryan, de 4 ans son cadet, suivait Marc partout comme une ombre fidèle. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient assez. Assez de nourriture, assez d'espace, assez d'amour. Alors, qu'est-ce qui avait changé? Marc se leva, agité, et se dirigea vers une étagère encastrée. Au fond du 3e tiroir, dans un dossier, se trouvait le seul objet personnel qu'il avait conservé en emménageant dans cet appartement, une enveloppe contenant quelques vieilles photos. Il s'assit par terre, le dos contre le mur, étalant les photographies autour de lui. Des instantanés figés d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Anniversaire, remise de diplôme, un Noël, un pique-nique dans le parc. Une photo le montrait à 17 ans, tenant un trophée de débat, le sourire confiant, le regard ambitieux, le début de la fin, peut-être. C'est après ce concours de débat au niveau de l'État que tout avait commencé à changer. Le conseiller d'orientation l'avait convoqué pour discuter des universités. Vous avez le potentiel pour bien plus que ce que cette ville peut offrir, avait dit l'homme. Ces mots avaient été comme des graines en terre fertile. Marc avait toujours été un bon élève, mais à partir de ce jour, il devint obsédé. Il étudiait toute la nuit, postulait à toutes les bourses, participait à des programmes d'été prestigieux dans des universités renommées. Il commença à voir sa maison, sa famille, sa ville comme des ancres le retenant du brillant avenir qu'il méritait. La nuit où il annonça à ses parents qu'il avait été accepté à Princeton avec une bourse complète aurait dû être une célébration. D'une certaine manière, ce le fut. Sa mère prépara un gâteau. Son père ouvrit la seule bouteille de champagne qu'il gardait pour les occasions spéciales. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux. De la fierté, oui, mais aussi une tristesse douce amère. « Nous sommes si fiers », dit son père d'une voix rauque. « Tu iras plus loin qu'aucun d'entre nous. » Cela aurait dû être un compliment, mais Marc le prit comme une confirmation. Il était différent, destiné à de plus grandes choses. L'été avant l'université parut étrange. Il était déjà mentalement ailleurs, comme s'il était déjà parti. Ses amis d'enfance lui semblaient puérils maintenant, leurs préoccupations trop insignifiantes. Ryan, 13 ans à l'époque, essayait de passer chaque minute avec son frère aîné, sentant que quelque chose changeait pour toujours. Marc prit une photo d'eux deux, côte à côte devant la maison. Ryan était tout sourire, les cheveux en désordre, le genou écorché. Marc avait l'air plus réservé, comme s'il appartenait à un autre endroit. À l'université, les appels à la maison se firent plus rares. Pendant les vacances, il ne restait que le temps nécessaire, toujours avec des excuses concernant des stages, des projets ou des opportunités immanquables. Chaque visite lui donnait l'impression de régresser, et il devait se hâter de retourner dans le monde qu'il construisait. La mort de son père, une crise cardiaque soudaine pendant la 2e année d'université de Marc, fut le premier coup dur. Il rentra pour les funérailles, resta 3 jours, puis repartit. « J'ai un projet crucial à terminer », dit-il à sa mère. Ce qu'il ne dit pas, c'est que la maison, maintenant vide de son père, lui semblait étouffante, alourdie par un silence accusateur. Les années suivantes furent un tourbillon de réussite, un MBA à Harvard, son premier emploi dans un prestigieux cabinet de conseil, des promotions rapides, la création de sa propre entreprise à 30 ans. Chaque échelon gravi l'éloignait davantage de sa famille, jusqu'au jour, sans s'en rendre compte exactement, la distance devint détachement, et le détachement devint absence. La dernière fois qu'il avait vu sa mère et son frère en personne, c'était à Noël, il y a 9 ans. Une visite tendue, pleine de sujets superficiels et de silences gênés. Il avait apporté des cadeaux chers, comme si le prix pouvait compenser son absence. Il était parti tôt, prétextant une urgence professionnelle. Au cours des années suivantes, l'éloignement se solidifia. Les appels à sa mère devinrent de plus en plus espacés et mécaniques. Ses virements bancaires devinrent plus généreux, comme s'il pouvait acheter le droit d'être absent. Puis, plus rien, aucune nouvelle de son déménagement, aucune information sur sa santé, aucune invitation à lui rendre visite à la maison de retraite. Pourquoi ?
Marc rangea les photos et retourna au fauteuil, remplissant à nouveau son verre. Il essaya de rationaliser, comme il le faisait toujours avec les problèmes professionnels. Peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu. Peut-être valait-il mieux ne pas refaire irruption dans sa vie maintenant, après tout ce temps. Mais quelque chose en lui, quelque chose de longtemps endormi, commença à s'agiter. Une voix qu'il avait fait taire pendant des années murmurait maintenant des vérités dérangeantes. Ce n'étaient pas eux qui s'étaient éloignés. C'était lui qui était parti. L'horloge murale indiquait qu'il était presque minuit lorsque Marc se leva enfin du fauteuil. Demain, il devrait affronter à nouveau le monde de l'entreprise, sourire lors des réunions, prendre de grandes décisions. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à ressentir le poids de toutes les absences qu'il avait créées. Avant d'aller se coucher, il regarda son téléphone. Il affichait des dizaines de mails non lus, des messages de clients et des rappels. Il les ignora tous et ouvrit son navigateur. Il tapa « Centre de vie Green Meadows Alzheimer ». Les résultats confirmèrent ses soupçons. Sa mère n'était pas seulement une dame âgée dans une maison de retraite. Elle perdait ses souvenirs, y compris ceux de lui. La maison n'était qu'à 20 minutes du centre-ville. Marc dut vérifier son GPS 3 fois pour trouver son chemin à travers les banlieues tranquilles. Le quartier était modeste, avec des pelouses soigneusement entretenues et des voitures de classe moyenne garées dans les allées, rien à voir avec son condominium exclusif. Quand il trouva enfin la maison numéro 47, Marc se gara de l'autre côté de la rue et l'observa pendant quelques minutes. C'était une simple structure à 2 étages, avec de la peinture bleue écaillée sur les bords et un petit porche, le genre de maison qu'il avait autrefois considéré comme trop ordinaire pour ses rêves. Il y avait des jouets d'enfants colorés éparpillés dans la cour, une famille, donc. Son frère avait suivi le chemin conventionnel que Marc avait toujours évité. Prenant une profonde inspiration, il sortit de la voiture. Il n'avait pas fixé de rendez-vous ni annoncé sa venue. Après le choc à la maison de retraite, il avait passé la matinée à annuler des engagements, à appeler Green Meadows pour confirmer que sa mère y était bien depuis 2 ans et à chercher l'adresse de Ryan. Chaque pas sur le trottoir menant à la porte lui coûtait un effort énorme. Que dirait-il, comment expliquerait-il son apparition après tout ce temps? Leur dernière conversation n'avait pas été amicale. En sonnant à la porte, Marc sentit une vague de nausée. Il faillit faire demi-tour, mais ses pieds restèrent plantés sur le porche. La porte s'ouvrit et un garçon d'environ 6 ans apparut, le fixant avec curiosité. « Qui es-tu » ? « Je suis Marc. » Il hésita. « Ton oncle. » Il connaissait à peine ce neveu. « Je cherche Ryan Ellis. » « Est-il là » Le garçon tourna la tête vers l'intérieur. « Papa, il y a un monsieur en costume ici. » Ryan apparut quelques secondes plus tard, une serviette à la main. Il avait l'air de sortir de la douche, les cheveux encore humides. Quand il vit Marc, son visage se durcit instantanément. La ressemblance entre les frères était indéniable, malgré des différences évidentes. Marc dans son costume impeccable, Ryan en jean usé et t-shirt. « Charlie, va jouer dans le jardin », dit Ryan à son fils d'une voix qui n'admettait aucune discussion. Le garçon regarda les 2 hommes, sentant la tension, mais obéit. « Comment m'as-tu trouvé » La voix de Ryan était glaciale. Ce n'était pas difficile. Bien sûr, pour quelqu'un avec de l'argent, rien n'est difficile. Un lourd silence s'installa entre eux. Ryan ne fit aucun geste pour l'inviter à entrer, restant comme une barrière dans l'embrasure de la porte. « Puis-je » Marc déglutit. « Pouvons-nous parler » Ryan s'écarta sans un mot, plus un geste de résignation qu'une invitation. Le salon était simple et confortable. Un canapé avec quelques taches. Une table basse couverte de livres pour enfants. Des photos de famille sur les murs. Une vraie vie, sans filtre. Il faudra faire vite. Je dois aller chercher Ellie à l'école dans 40 minutes, dit Ryan, indiquant une chaise à Marc tout en restant debout, comme s'il ne voulait pas rendre la rencontre plus confortable en s'asseyant. Marc s'assit sur le bord de la chaise, mal à l'aise. Par où commencer ? J'ai vu maman hier. Ryan garda un visage impassible, ses yeux froids et fixés sur son frère. À Green Meadows, continua Marc. Je ne savais pas qu'elle était là. Je ne savais même pas que tu avais déménagé ici. Pourquoi le saurais-tu ? As-tu appelé une seule fois ces 5 dernières années ? La question frappa Marc comme une gifle. Il avait envoyé des cartes de Noël et quelques emails courts occasionnels, mais des appels, il ne s'en souvenait pas. J'ai été occupé avec ? Ça m'est égal. Ryan le coupa, la voix tranchante comme un rasoir.
Si tu es venu ici pour soulager ta conscience, tu perds ton temps. Mark prit une profonde inspiration. Il n'était pas venu pour se battre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La maladie d'Alzheimer. Ryan ne répondit pas tout de suite. Son regard était distant, comme s'il décidait si Mark méritait l'information. Ça a commencé il y a environ 4 ans, dit-il finalement, d'un ton clinique. De petits oublis au début. Puis ça s'est aggravé. Quand il est devenu dangereux pour elle de vivre seule, il était clair qu'elle avait besoin de soins professionnels. Il n'y avait aucune émotion dans son ton, juste des faits secs, comme s'il parlait à un étranger. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Le regard de Ryan était si froid que Mark faillit reculer physiquement. « Pourquoi t'en soucierais-tu maintenant? Tu n'étais pas là. » Il pointa le sol, soulignant chaque mot. « Pendant que maman perdait des morceaux d'elle-même chaque jour, où étais-tu? À conclure des affaires, à voler en première classe? Tu l'as oublié bien avant qu'elle ne commence à t'oublier. » Les mots frappèrent Mark comme un coup de poing. La vérité brute, sans phare. « J'ai envoyé de l'argent », offrit-il faiblement, même à ses propres oreilles. « L'argent ?» La voix de Ryan dégoulinait de mépris. « Bien sûr que tu allais en parler. Comme si tu pouvais acheter le droit d'être appelé un fils. » Il croisa les bras, formant une autre barrière entre eux. « Tu sais ce que ton argent n'a pas acheté? Du temps. Le temps qu'elle a perdu sans toi. » Mark sentit une boule dans sa gorge. Il se leva et se dirigea vers une étagère garnie de photos de famille. Il reconnut Ryan avec une femme aux cheveux bruns, sûrement sa femme, 2 enfants souriants, Charlie et une fille qui devait être Ellie. Dans un cadre plus petit, il y avait une photo plus récente de leur mère, assise sur un banc de jardin, probablement à la maison de retraite. Ryan surveillait chacun de ses mouvements, comme quelqu'un qui se garde d'un intrus. Mark s'interrompit, ne sachant quoi dire. « Écoute, » continua Ryan sans adoucir son ton. « J'ai fait ce que je pensais être juste. Je ne suis pas riche comme toi. Je l'ai placé là-bas, mais je ne l'ai pas abandonné. Je lui rends visite chaque semaine. Ils me l'ont dit. Tant mieux pour toi. En un jour, tu as découvert ce avec quoi je vis depuis des années. » Mark essaya de formuler des mots, mais tout semblait inadéquat face à l'hostilité de Ryan. « Elle est en train de disparaître, Mark, » dit enfin Ryan, laissant transparaître une lueur d'émotion. Mais c'était contenu. Chaque semaine pire que la précédente. Mais ça ne signifie probablement rien pour toi, n'est-ce pas? Juste un autre problème que ton argent peut résoudre à distance. Mark détourna le regard, incapable de soutenir le regard accusateur de son frère. Pour la première fois, il n'avait aucune défense, aucun contre-argument brillant, aucune rationalisation pour ses choix. Le silence s'étira entre eux, rompu seulement par le son lointain de Charlie jouant dehors et le tic-tac d'une horloge murale. « Que veux-tu, Mark ?» demanda finalement Ryan, jetant un coup d'œil à sa montre comme s'il comptait les minutes avant de pouvoir se débarrasser de lui. « Pourquoi es-tu ici aujourd'hui ?» C'était une bonne question. Pourquoi était-il venu? Que espérait-il obtenir de cette confrontation? Je ne sais pas. La réponse sortit plus honnêtement qu'il ne l'avait prévu. Je l'ai vue hier et elle ne m'a pas reconnu. C'était comme si je n'avais jamais existé pour elle. L'expression de Ryan resta impassible, son visage neutre. C'est ce qui arrive quand on cesse simplement d'exister dans la vie de quelqu'un pendant des années. Il attrapa ses clés de voiture, signalant que la conversation était terminée. Mais il ne s'agit pas de toi, Mark. Ça ne l'a jamais été. Mark hocha la tête, saisissant enfin l'ampleur de son erreur. Il avait vécu comme si le monde tournait autour de lui, de ses objectifs, de son succès, comme si ses sacrifices personnels étaient admirables plutôt que des choix égoïstes. Puis-je lui rendre visite à nouveau? Demanda-t-il, presque en chuchotant. Ryan l'étudia un instant avant de répondre, son regard dépourvu de chaleur. Ça ne dépend pas de moi. Elle est là-bas. La maison de retraite a des heures de visite libre. Il ouvrit la porte, indiquant la fin de la conversation. N'attends simplement aucune reconnaissance ni gratitude. Il est trop tard pour ça. Mark se dirigea vers la porte, se sentant étrangement léger et écrasant de lourdeur à la fois. Dans la cour, Charlie leva les yeux et fit un signe de la main, un geste innocent qui contrastait vivement avec la tension entre les adultes. « J'ai vu dans les dossiers que tu payais pour la maison de retraite, » dit-il avant de pouvoir se retenir. « C'est ton argent qui paie. J'ai juste signé les papiers, » répondit Ryan sèchement. « C'est à ça que ça sert, n'est-ce pas? À garder ta conscience tranquille, à distance. » Encore un coup.
Mark essaya de se souvenir de la dernière fois qu'il avait même vérifié où allaient ses virements automatiques. Probablement des années. Merci de prendre soin d'elle, dit-il finalement. Ryan ne répondit pas, le fixant simplement de ses yeux durs. Quand Mark fut à mi-chemin du porche, il entendit la voix de son frère derrière lui. Elle aime toujours les marguerites et le vieux jazz. L'information fut livrée comme un fait, pas une suggestion amicale. Pas que ça ait de l'importance maintenant. Mark hocha la tête et retourna à sa voiture, sentant le poids du regard de son frère jusqu'à ce qu'il ferme la portière et démarre le moteur. Le message de Ryan était clair, tu peux lui rendre visite, mais cela ne change rien entre nous. Mark se souvenait à peine comment il était rentré à son appartement. Le trajet de la banlieue de Ryan au centre-ville semblait s'effacer de son esprit, comme s'il avait sauté d'un endroit à l'autre sans les minutes intermédiaires. Lorsqu'il entra dans l'ascenseur de son immeuble, le portier le salua avec le respect habituel, mais Mark le remarqua à peine. L'affichage numérique de l'ascenseur montait étage par étage jusqu'à atteindre le 18e. Le doux carillon annonça son arrivée et la porte coulissa sur le couloir silencieux au tapis moelleux absorbant ses pas. Son appartement était exactement comme il l'avait laissé ce matin-là, impeccable, élégant, vide. Mark jeta ses clés sur la table basse et desserra sa cravate. Pendant des années, ce rituel de fin de journée avait signifié la liberté, le plaisir de retrouver son sanctuaire privé après des heures de transactions et de décisions. Ce soir, chaque mouvement semblait mécanique, dépourvu de sens. Il alla à sa cave à vin et choisit une bouteille de rouge, un cabernet primé qui coûtait plus que ce que son père gagnait en un mois entier à l'usine. Il en versa une quantité généreuse dans un verre et l'apporta au canapé, positionné devant la fenêtre panoramique. Dehors, la ville commençait à s'illuminer alors que le soleil se couchait, des immeubles de bureaux aux fenêtres éclairées, des avenues bordées de voitures, plus loin, de minuscules points lumineux marquant les quartiers résidentiels. Quelque part là-dehors, Ryan dînait probablement avec sa famille. Ailleurs, sa mère regardait peut-être par la fenêtre de la maison de retraite, ne reconnaissant pas la ville où elle vivait désormais. Mark prit une gorgée de vin. La saveur qu'il savourait habituellement lui parut amère sur la langue. Entre le béton et le verre, entre les reflets des lumières de la ville sur la fenêtre et son propre reflet indistinct, Mark se laissa enfin se souvenir, non pas les souvenirs soigneusement sélectionnés qu'il gardait pour son récit de réussite, mais les choses qu'il avait choisi d'oublier pour pouvoir avancer sans culpabilité. Il se souvint du jour où il était parti pour l'université. La voiture chargée de ses affaires. Sa mère sur le porche, les yeux embués de larmes mais avec un sourire fier. « Tu vas conquérir le monde », avait-elle dit. Et il avait répondu avec toute l'arrogance d'un jeune de 18 ans, « C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. » Il devait réussir. Cela avait été son mantra, sa justification pour chaque choix. Pour les Noëls manqués, les anniversaires oubliés, les appels non retournés. Il se souvint du jour de la remise des diplômes, quand ses parents et Ryan avaient conduit 12 heures pour le voir recevoir son diplôme. Il était si occupé à impressionner les professeurs et les futurs employeurs qu'il n'avait passé que 2 heures avec eux avant de se précipiter à une fête avec ses camarades de classe. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ces relations sont importantes pour ma carrière. Puis vint le premier emploi, le premier appartement dans la grande ville, la première prime substantielle. Chaque accomplissement était suivi d'un bref appel à la maison, « Je ne peux pas venir ce Noël, je suis sur un projet important. » Désolé pour ton anniversaire, maman, mais je suis à une conférence cruciale. Pas ce week-end, Ryan, je conclus une affaire. Chaque pas en avant sur l'échelle de l'entreprise l'éloignait davantage des rires de sa mère lors des dîners du dimanche, des discussions tardives sur le porche avec son père, des appels téléphoniques avec son frère au sujet des nouvelles de la petite ville. La mort de son père aurait dû être un signal d'alarme, un rappel de la fragilité du temps. Au lieu de cela, Mark transforma cette douleur en plus de carburant pour son ambition. Il travailla plus dur, dormit moins, se plongea dans les projets comme si chaque triomphe professionnel pouvait compenser ses pertes personnelles. « Maman s'inquiète pour toi », avait dit Ryan une fois lors d'un rare appel après les funérailles. « Tu dois prendre soin de toi aussi. »« Je prends soin de notre avenir », avait répondu Mark. Quelqu'un doit s'assurer qu'elle est financièrement en sécurité. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que la sécurité signifiait aussi être présent, que le confort impliquait plus que le nombre de zéros sur un compte bancaire. Une larme coula sur le visage de Mark, puis une autre, et encore une autre. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de son père, il y a près de 20 ans. L'émotion lui semblait étrange dans son corps, comme s'il avait oublié comment parler son langage.
Il pleura pour l'absence qu'il avait lui-même créée, pour les espaces vides sur les photos de famille des dernières années, pour le temps qui ne reviendrait jamais. Il pleura pour la solitude qui était devenue routine, pour la froideur qu'il avait cultivée comme une vertu professionnelle jusqu'à ce qu'elle s'infiltre dans sa vie personnelle. Il pleura pour l'amour qu'il avait mis de côté, croyant qu'il y aurait toujours du temps pour le récupérer plus tard. Les larmes tombaient silencieusement, sans sanglots ni gémissements, juste un flux constant, comme si un barrage interne avait enfin trouvé une petite fissure pour libérer des années d'émotions refoulées. Il remplit à nouveau son verre et regarda de nouveau la ville. Sa vie était là d'or. Le bureau dans l'un de ses immeubles en miroir. Les restaurants raffinés où il scellait des accords. Les galeries d'art où il achetait occasionnellement des œuvres comme investissement. Chaque facette de son existence méticuleusement construite pour projeter le succès et le pouvoir. Mais maintenant, assis seul dans son appartement élégant, Marc faisait face à une douloureuse vérité. Après avoir obtenu tout ce qu'il pensait vouloir, il avait peut-être perdu ce qui comptait vraiment. À quoi bon posséder une cave remplie de millésimes rares s'il n'y avait personne avec qui les partager? Quel était l'intérêt d'un canapé de designer italien s'il n'avait jamais d'invité? Pourquoi avoir 3 suites d'amis qui étaient restées inutilisées pendant des années? Il se leva et erra dans son appartement, le voyant soudain d'un œil neuf. Rien n'y racontait son histoire. Il n'y avait pas de photos personnelles, pas de souvenirs de famille rapportés de voyage, pas de cadeaux faits à la main. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de design, parfait, admirable et totalement sans âme. Sur le mur du salon était accroché un seul tableau, une pièce abstraite que le décorateur avait choisie, expliquant comment elle s'accordait à la couleur du canapé et prendrait de la valeur avec le temps. Marc ne l'avait jamais vraiment regardée. Maintenant, il remarqua que c'était une toile aux teintes froides avec des formes qui ne signifiaient rien. La culpabilité le saisit, suivie de remords, non seulement pour sa mère malade ou son frère abandonné, mais aussi pour lui-même, pour la vie non vécue, pour les liens perdus, pour l'humanité qu'il avait étouffée dans sa quête de succès. Et avec ces émotions vint une prise de conscience douloureuse mais nécessaire. Il n'était pas seulement trop tard pour que sa mère le reconnaisse. Il était trop tard pour beaucoup de choses. Mais peut-être, juste peut-être, ce n'était pas trop tard pour tout. Marc s'essuya le visage et jeta un dernier regard aux lumières de la ville. Quelque part dans cette mer d'illumination, une dame aux cheveux blancs regardait peut-être le même ciel, ignorant qu'elle avait un fils nommé Marc. Un fils qui, après toutes ces années à courir après l'avenir, regardait enfin en arrière pour voir ce que cela lui avait coûté. Le lendemain matin, Marc se réveilla à la sonnerie de son réveil, sentant que quelque chose de fondamental avait changé en lui. Il se frotta le visage, les yeux encore gonflés des larmes de la nuit précédente. Pour la première fois depuis des années, il annula tous ses rendez-vous sans excuses élaborées. Janet, son assistante, semblait confuse au téléphone mais ne le questionna pas. « Prenez la journée, Monsieur Collins. Le monde de l'entreprise survivra sans vous pendant 24 heures. » Ces paroles, bien que gentilles, portaient une vérité que Marc commençait seulement à saisir. Le monde continuerait de tourner même sans sa présence constante. Les entreprises continueraient de fonctionner. Les marchés fluctueraient. Les contrats seraient signés. Personne n'était irremplaçable dans cet univers. Mais pour Margaret Ellis, cela avait été différent quand il avait quitté sa vie, et personne n'avait comblé le vide de son fils aîné. Et maintenant, alors que sa mémoire s'effaçait, cet espace risquait de se refermer pour toujours. Marc s'habilla sans se presser. Au lieu de son costume habituel, il opta pour un pantalon et un pull en cachemire, assez formel pour préserver sa dignité mais plus doux que son armure de cadre quotidienne. En route pour Green Meadows, il s'arrêta chez un fleuriste. « Quelque chose de spécial aujourd'hui, monsieur ?» demanda la vendeuse. « Des marguerites, » répondit-il, se souvenant des mots froids de Ryan. « Un grand bouquet, s'il vous plaît. » La femme sourit en préparant l'arrangement. « Ce doit être pour quelqu'un de spécial, je suppose. » Marc hocha la tête sans donner de détails. Comment pourrait-il expliquer qu'il achetait des fleurs pour quelqu'un qui ne saurait pas qui il était, pour sa propre mère qui le voyait maintenant comme un étranger? Il ressentit une nervosité particulière en arrivant à la maison de retraite. Une anxiété qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, peut-être pas depuis les débuts de sa carrière. Étrange qu'il la ressente maintenant, sur le seuil de la rencontre avec sa mère. Suzanne, la réceptionniste, le reconnut immédiatement. « Monsieur Collins, nous ne vous attendions pas de retour si tôt. Rendez-vous visite à quelqu'un en particulier aujourd'hui ?» Marc réalisa qu'elle ne connaissait pas son lien avec Margaret. Pour le personnel, il n'était que l'homme d'affaires qui faisait des dons.
Oui, répondit-il simplement. Margaret Ellis. Le visage de Suzanne s'adoucit. Quelle gentillesse de votre part. Madame Ellis ne reçoit pas beaucoup de visiteurs, à part son fils. Elle se corrigea, l'autre fils, remarquant probablement un changement dans l'expression de Marc. Elle est probablement dans le jardin maintenant. Elle aime y passer ses matinées. Marc la remercia et traversa le couloir qui menait à la cour. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Que dirait-il? Comment devrait-il se comporter? Serait-il juste un autre étranger amical pour elle, ou y aurait-il une lueur de reconnaissance, même inconsciente? Il la trouva au même endroit que la veille, sous le pommier, mais cette fois, elle ne tricotait pas. Elle était simplement assise là, observant les oiseaux sautiller sur l'herbe à la recherche de miettes. Marc s'approcha doucement, comme s'il craignait d'effrayer un animal sauvage. Quand il ne fut plus qu'à quelques mètres, elle leva le regard. Ses yeux, les mêmes dont il avait hérité, ne montraient aucun signe de familiarité. « Bonjour », dit-il en offrant un léger sourire. « Bonjour », répondit-elle poliment mais distante. « Je vous ai apporté des fleurs, des marguerites. » Il tendit le bouquet. « J'ai pensé qu'elle pourrait égayer votre journée. » Margaret regarda les fleurs avec une surprise sincère, puis Marc, confuse. « Pour moi? Mais, est-ce que je vous connais ?» La question blessa plus que Marc ne s'y attendait, même s'il l'avait vu venir. « Pas exactement, » dit-il, décidant de ne pas forcer la situation. « J'étais ici hier. Nous avons parlé brièvement. » Elle sembla accepter son explication, bien qu'elle parût encore perplexe. Elle prit les fleurs doucement, ses doigts fins effleurant les pétales blancs. « Elles sont très jolies. J'ai toujours aimé les marguerites. Elles me rappellent. » Sa voix s'éteignit, comme si le souvenir qu'elle essayait d'atteindre s'était glissé dans un coin inaccessible de son esprit. « De quoi ?» demanda doucement Marc, s'asseyant sur le banc à côté d'elle. Margaret secoua la tête, frustrée. « Je ne me souviens plus. Ça arrive souvent ces derniers temps. Je commence une phrase et j'oublie ce que j'allais dire. » « Ne vous inquiétez pas, » la rassura Marc. « Ça arrive à tout le monde. » Elle sourit, reconnaissante de sa gentillesse. « Êtes-vous nouveau ici? Je ne vous ai jamais vu avant. »« Non, je ne suis pas résident, juste un visiteur. »« Oh, vous êtes venu voir un parent. » Marc hésita un instant. « Oui, » répondit-il finalement. « Quelqu'un de très important pour moi. » Dans les jours qui suivirent, Marc établit une routine. Il réorganisa radicalement son emploi du temps, déléguant des responsabilités, reportant les réunions non essentielles, travaillant à distance lorsque c'était nécessaire. Janet semblait partager entre l'inquiétude et le soulagement, inquiète du changement soudain de son patron, soulagée de le voir enfin chercher un certain équilibre. Chaque matin, Marc se rendait à Green Meadows. Parfois, il ne restait qu'une heure. D'autres fois, il passait toute la journée. Il apportait toujours quelque chose. Des fleurs fraîches, un livre intéressant, un magazine ou des sucreries, de petites offrandes qui ne nécessitaient aucune explication, seulement des moments de joie tranquille. Margaret ne le reconnut jamais. Chaque matin était un nouveau commencement, une nouvelle présentation. « Bonjour, je suis Marc », disait-il, et elle répondait inévitablement, « Ravi de vous rencontrer, Marc. Venez-vous souvent ici ?» Au début, la répétition quotidienne ressemblait à un coup de poignard au cœur. Avec le temps, Marc apprit à l'accepter. Il commença à voir chaque nouveau jour comme une page blanche, une autre chance d'être là, même si ce n'était qu'en tant qu'aimable étranger. Un mardi pluvieux, incapable d'aller au jardin, Marc trouva Margaret dans la salle d'activité, regardant par la fenêtre avec une expression perdue. « Bonjour », dit-il en s'approchant avec un petit paquet à la main. « J'ai apporté quelque chose de sucré pour égayer la journée. » Elle se tourna, l'examinant avec ce regard poli et vide. « Bonjour. Vous êtes ? Nous nous sommes rencontrés hier. »« C'est vrai. Désolé, ma mémoire n'est pas très bonne. » « Ne vous en faites pas pour ça. » Marc ouvrit le paquet, révélant des parts de gâteau. « J'ai pensé que nous pourrions prendre un café ensemble. C'est du gâteau de maïs avec un glaçage au miel. » Ses yeux s'illuminèrent d'une manière qu'il n'avait pas vue auparavant. Un instant, juste un bref instant, Marc crut voir une étincelle plus profonde, un lointain souvenir s'agiter dans son esprit. « Gâteau de maïs », répéta-t-elle presque dans un murmure. « J'en faisais pour… » Encore une fois, sa phrase s'interrompit, le souvenir s'éloignant hors de portée. Mais alors que Margaret goûtait le gâteau, elle ferma les yeux et sourit. « C'est délicieux.
J'aime beaucoup le gâteau de maïs. La saveur me rappelle quelque chose d'agréable. Marc sentit une sensation de chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas une reconnaissance intellectuelle. Elle ne savait pas qui il était. C'était quelque chose de plus fondamental, de plus primal, un souvenir sensoriel sans nom, mais plein de sens. « Je suis content que vous aimiez », dit-il simplement. Cet après-midi-là, il lui lut des passages du Petit Prince, un livre qu'elle lui avait lu enfant. Elle écoutait attentivement, commentant occasionnellement les illustrations, fermant parfois les yeux pour absorber les mots. Elle ne montra jamais aucun signe de se souvenir de l'histoire ou de la lier à son passé. Malgré cela, Marc continua de lire. Lors d'une autre visite, il apporta une petite boîte à musique vintage qu'il avait trouvée dans une brocante. La mélodie était une berceuse qu'elle lui chantait autrefois. Margaret tint l'objet avec curiosité, et quand il commença à jouer, ses doigts tapotèrent instinctivement en rythme avec l'air familier. « Cette chanson, dit-elle, le front plissé par la concentration. Elle est jolie, n'est-ce pas ? Dit Marc, sans insister. Oui, très jolie. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendue. Les jours se transformèrent en semaines. Marc devint une présence familière à la maison de retraite, reconnue par le personnel et les autres résidents. Certains remarquèrent sa ressemblance avec Margaret, mais il ne confirma jamais explicitement qu'il était son fils. D'une certaine manière, cela semblait plus facile ainsi. Une infirmière particulièrement observatrice, Helena, commenta finalement en ajustant les oreillers de Margaret lors d'une des visites de Marc. « Vous avez les mêmes yeux tous les deux », dit-elle doucement à Marc. Alors que Margaret regardait par la fenêtre, Marc hocha la tête sans répondre. Elle était enseignante, vous savez. École primaire. Les enfants l'adoraient. Je sais, répondit Marc, les yeux fixés sur sa mère. Helena sembla comprendre qu'il y avait plus dans l'histoire que ce qui paraissait, mais elle ne posa plus de questions. Elle tapota simplement doucement l'épaule de Marc et laissa mère et fils seuls. Marc apprit de nouvelles façons de prendre soin et de se connecter. Il découvrit que Margaret se calmait quand il lui passait doucement la main sur ses cheveux blancs, exactement comme elle le faisait pour lui pendant les orages de son enfance. Il remarqua qu'elle s'illuminait en entendant de vieilles chansons, même si elle n'en reconnaissait pas les titres. Il observa combien elle aimait écouter des histoires de pays lointains, même si elle ne se souviendrait d'aucun détail le lendemain. Un dimanche particulièrement calme, Marc arriva plus tôt que d'habitude et trouva Margaret encore ensommeillée, une aide-soignante l'aidant à se coiffer. « Monsieur Collins, contente que vous soyez en avance, » dit la jeune femme. « Madame Ellis s'est réveillée un peu agitée aujourd'hui. Peut-être que votre présence la calmera. » Marc entra dans la chambre, voyant l'espace personnel de sa mère pour la première fois. C'était une pièce simple mais accueillante. Les murs pastel affichaient quelques photos. Il reconnut Ryan avec ses enfants, l'ancienne maison familiale et une de son père, Thomas. Il n'y en avait aucune de Marc. « Bonjour », dit-il en s'approchant prudemment. Margaret le regarda, les yeux encore embrumés par le sommeil ou la confusion. « Bonjour. Qui êtes-vous ? » Marc. « Je suis votre amie, vous vous souvenez ?» Elle secoua la tête, paraissant plus perdue que d'habitude. L'aide-soignante lança un regard inquiet à Marc. « Les mauvais jours arrivent ?» chuchota-t-elle. Elle est plus confuse que la normale aujourd'hui. C'est peut-être le temps. Les changements de saison affectent certains patients. Marc hocha la tête, ressentant une pointe de tristesse mais déterminé à ne pas abandonner. « Puis-je » demanda-t-il en prenant la brosse à cheveux des mains de l'aide-soignante. La jeune femme parut surprise mais la lui tendit. « Bien sûr. Je vous laisse un moment seul. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. » Resté seul, Marc s'assit sur le bord du lit et commença à brosser doucement les cheveux de Margaret. L'acte simple, si intime et pourtant si fondamental, semblait transcender la barrière de sa mémoire perdue. « Mes cheveux sont si fins maintenant », remarqua-t-elle, paraissant plus présente. « Quand j'étais jeune, ils étaient plus épais et foncés. Très foncés. »« Je sais », répondit Marc. « Ils sont toujours beaux. » Ses mains travaillaient délicatement, lissant les mèches blanches. La brosse glissait doucement, comme si elle restaurait non seulement ses cheveux, mais aussi des fragments de dignité que la maladie menaçait de lui voler. « Vous êtes très doué pour ça », dit Margaret, visiblement détendue. « Avez-vous de la pratique ? » « J'ai appris des meilleurs, » dit-il, la voix légèrement rauque. À cet instant, alors qu'il s'occupait de la femme qui s'était autrefois occupée de lui, Marc réalisa qu'il construisait quelque chose de nouveau.
Non pas récupérer ce qui était perdu, personne ne pouvait lutter contre la nature implacable de la maladie, mais forger un autre type de lien, basé non pas sur la reconnaissance ou les souvenirs partagés, mais sur la présence, sur le soin, sur l'ici et maintenant. Margaret ne savait peut-être pas qui il était. Elle ne se souvenait peut-être pas des années de son enfance, des histoires du soir, des fêtes d'anniversaire ou des conseils qu'elle lui avait donnés avant son départ pour l'université, mais elle pouvait sentir la gentillesse dans ses gestes, la tendresse dans ses actions, la douceur dans sa voix. Et peut-être, pensa Marc en l'aidant à se lever pour le petit déjeuner, que c'était suffisant pour l'instant. Repartir de zéro, gagner de petits moments de connexion, construire des ponts au-dessus de l'abîme des souvenirs perdus. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé en entrant dans la maison de retraite ce premier jour. Ce n'était pas la réunion émotionnelle qu'il avait secrètement espérée. C'était plus dur, plus douloureux et étrangement plus pur. C'était l'amour sans reconnaissance, le dévouement sans mémoire, le soin sans rien attendre en retour. Et peu à peu, jour après jour, Marc commença à voir qu'il apprenait une leçon arrivée tardivement, mais toujours à temps. Parfois, l'amour le plus vrai ne consiste pas à recevoir. Il s'agit simplement de donner, inconditionnellement, sans garantie ni certitude. Juste la présence, juste le soin, juste l'amour. Le premier SMS que Marc envoya à Ryan arriva après une semaine de visite quotidienne à Green Meadows. Une simple note, sans explication, je rends visite à maman tous les jours. Il ne s'attendait pas à une réponse. Il fut surpris lorsque, 3 heures plus tard, son téléphone vibra avec une notification. Pourquoi ? La question de Ryan était abrupte et portait tout le doute et le ressentiment accumulés pendant des années d'absence. Marc fixa l'écran pendant un long moment avant de répondre. La réponse honnête aurait été « je ne sais pas » ou « parce que j'en ai besoin ». Mais aucune ne semblait suffisante. « Parce que j'ai déjà perdu trop de temps », tapatait-il finalement. Un silence numérique suivit pendant 2 jours. Marc continua ses visites, supposant que leur bref échange était tout ce qu'il pouvait espérer. La 3e nuit, un autre message arriva, « A-t-elle bien mangé aujourd'hui ?» Parfois, elle refuse le dîner. C'était une question simple, pratique. Il n'y avait aucune rémission implicite ni proximité émotionnelle, juste une préoccupation pour le bien-être de Margaret, quelque chose qu'il partageait désormais. Pour Marc, c'était un début. Oui, elle a pris de la soupe et un peu de pudding. L'infirmière Elena a dit que c'était une bonne journée. La réponse vint plus vite cette fois, Elena est bien. Elle fait attention aux détails. Ainsi commença une étrange forme de communication entre les frères. Des messages courts, presque cliniques, sur l'état de Margaret, ce qu'elle mangeait, comment elle dormait, si elle participait aux activités de la maison. Rarement parlaient-ils d'eux-mêmes ou du passé. C'était comme s'ils avaient conclu un pacte tacite. Ils pouvaient coexister dans ce petit espace de préoccupation partagée tant qu'ils évitaient le champ de mine des problèmes personnels. Leurs échanges devinrent plus fréquents au fil des semaines. Marc envoyait des mises à jour quotidiennes après ses visites, et Ryan répondait, parfois avec des questions, parfois avec des bribes d'informations pour aider Marc à mieux comprendre l'état de leur mère. Elle a confondu mon nom aujourd'hui. M'a appelé Robert. C'est notre oncle, le frère cadet de papa. Elle fait ça parfois, mélange les générations. Ou, j'ai essayé de lui lire quelque chose, mais elle semblait agitée. Et c'est le matin. Les après-midi sont pires. L'agitation vespérale. Les médecins ont dit, ce n'était pas exactement une réconciliation, plutôt une trêve pratique formée autour de l'existence fragile de Margaret. Ryan maintenait sa distance froide, et Marc ne forçait pas la proximité. Il savait qu'il n'en avait pas le droit. Un mardi pluvieux, après près d'1 mois de ces échanges minimaux, Ryan envoya un message d'un autre type, « Charlie a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. » Marc fixa son téléphone, surpris. Charlie, son neveu, le garçon qu'il connaissait à peine. Qu'a-t-il demandé ? Il a demandé si l'homme en costume était vraiment mon frère. Il a dit qu'on n'avait pas l'air d'être frères parce qu'on ne s'était pas serré dans les bras quand on s'est rencontrés. Marc eut un sourire triste devant l'écran. Les enfants voient toujours la vérité clairement. Les enfants remarquent tout, répondit-il. Ouais. Il a aussi demandé pourquoi tu ne venais jamais dîner comme ses autres oncles. Je ne savais pas quoi dire. C'était une ouverture, petite mais réelle. Marc prit une profonde inspiration avant de taper, « Que penses-tu que je réponde en personne ? Peut-être pour le dîner ?» Le silence qui suivit fut le plus long depuis qu'ils avaient recommencé à se parler, si long que Marc supposa qu'il était allé trop loin.
Il était sur le point d'envoyer un message pour retirer l'offre quand la réponse de Ryan apparut, dimanche, 18 h. Sarah fait des lasagnes. Ce n'était pas enthousiaste, mais c'était un oui. Mark sentit une vague de soulagement mêlée d'anxiété. 5 mots ouvrant une porte qu'il pensait verrouiller pour toujours. J'y serai. Merci. Dans les jours précédant le dimanche, Mark continua de visiter Green Meadows, mais avec une énergie renouvelée. Il parla à Margaret de l'invitation, même si elle ne comprenait pas entièrement ou ne s'en souviendrait pas quelques minutes plus tard. Je dîne avec Ryan dimanche, disait-il en l'aidant avec un simple puzzle pour l'ergothérapie, avec sa famille. Mon neveu Charlie et la petite Ellie. Margaret sourit vaguement, se concentrant sur une pièce de puzzle bleu. La famille, c'est important, répondit-elle. Une phrase que Mark avait remarquée faisait partie de son répertoire limité, une petite vérité qui subsistait même si d'autres souvenirs s'évanouissaient. Oui, ça l'est, acquiesça-t-il, sentant le poids de cette simple affirmation. J'ai mis du temps à l'apprendre. Vendredi, 2 jours avant le dîner, Mark décida de faire un peu de rangement dans son appartement. Ce n'était pas vraiment nécessaire, son service de nettoyage venait 2 fois par semaine, mais il ressentait le besoin de s'occuper, d'utiliser ses mains pendant que son esprit traitait tous les changements récents. Il commença par le placard, réorganisant les costumes qu'il ne portait plus aussi souvent depuis qu'il avait ajusté son emploi du temps pour passer plus de temps à la maison de retraite. Au fond se trouvaient des boîtes qu'il n'avait pas ouvertes depuis des années. Vieux documents, souvenirs d'université, bribes de son passé soigneusement emballés lorsqu'il avait emménagé. Une boîte plus petite n'avait pas d'étiquette. Mark l'ouvrit avec curiosité. Enveloppé dans plusieurs couches de papier de soie se trouvaient quelques objets d'enfance. Un petit trophée d'orthographe de CE1, une montre offerte par son père pour son 10e anniversaire, un livre avec une dédicace de sa mère et une photo encadrée. Mark souleva délicatement la photo. Le cadre en bois était rayé dans un coin et le verre avait une petite fissure, mais la photo elle-même était intacte. Elle le montrait, lui, Ryan et Margaret, lors d'un pique-nique dans un parc local. Mark devait avoir environ 16 ans, ce qui ferait de Ryan environ 12 ans. Le souvenir de cette journée refit surface, vivement, inopinément. C'était un dimanche de printemps. Son père travaillait un quart supplémentaire à l'usine, comme il le faisait souvent pour compléter leurs revenus le week-end. Margaret avait décidé d'emmener les garçons au parc, profitant du temps parfait. Elle avait préparé un panier pique-nique complet. Sandwich au pâté maison, fruits tranchés, limonade dans un thermos, bien sûr, son fameux gâteau de maïs au glaçage au miel. Ils avaient étalé une nappe à carreaux rouges et blancs sur l'herbe, en partie à l'ombre d'un chêne. Ryan, toujours plein d'énergie, avait passé la matinée à courir, à lancer un frisbee avec d'autres enfants, à grimper aux arbres, ne revenant à la couverture que pour manger, et comme il mangeait. Mark se souvenait l'avoir regardé dévorer 3 parts de gâteau d'affilée, aux grandes dames de sa mère. Tu vas avoir mal au ventre, Ryan, avait prévenu Margaret, bien que son ton fût plus amusé que réprobateur. Ça en vaut la peine, avait répondu le garçon, la bouche encore pleine de gâteau. Mark, d'un autre côté, feignait le désintérêt pour la sortie familiale. Il avait apporté un livre, faisant semblant d'être absorbé par la lecture, jetant occasionnellement des regards ennuyés aux pitreries de son jeune frère. C'était le rôle qu'il avait endossé ces dernières années, l'adolescent trop sérieux, trop mûr pour les enfantillages. Mais la vérité, qu'il n'avait jamais avouée à personne, c'est qu'il se sentait profondément en sécurité dans ces moments-là. La présence calme de sa mère, l'enthousiasme de son frère, la simplicité de la journée. Cela créait une bulle d'appartenance qu'il appréciait, même s'il ne le montrait jamais. Margaret riait facilement ce jour-là. Il se souvenait de son rire clair quand Ryan essayait de tenir une orange en équilibre sur sa tête ou quand un écureuil particulièrement audacieux s'approchait trop près du panier de nourriture. Son rire commençait toujours dans ses yeux avant d'atteindre ses lèvres, une qualité presque lumineuse qu'il avait oubliée. La photo avait été prise par un passant à qui Margaret avait demandé de capturer le moment. Sur la photo, elle est au milieu, un bras autour de chaque fils. Ryan sourit largement, le visage barbouillé de chocolat, tandis que Mark maintient une indifférence étudiée, mais ses yeux, il le voyait maintenant, révélaient du bonheur malgré le masque. Mark étudia la photo pendant un long moment, passant ses doigts sur la surface poussiéreuse. Cette famille sur la photo semblait appartenir à une autre vie, à un autre Mark, à une autre époque. Pourtant, ils étaient là, conservés sur papier photo. Lui, son frère, sa mère. Connectés, entiers. Avec précaution, il retira la photo du vieux cadre.
Le verre brisé tomba, manquant de lui couper les doigts. Il posa la photo sur la table, vérifiant les dégâts, quelques taches jaunâtres sur les bords, un petit pli dans le coin supérieur, mais rien qui ne puisse être restauré. Le lendemain, il l'apporta à un magasin spécialisé. Le vieux vendeur, lunettes perchées sur le bout de son nez, l'étudia attentivement. « Nous pouvons restaurer les couleurs, enlever ces taches, » dit-il en pointant les zones endommagées. « Ce sera presque comme neuf. »« Presque » demanda Marc. L'homme sourit. « Eh bien, les photographies sont comme les souvenirs, vous savez. Elles perdent toujours quelque chose dans le processus de réparation, mais nous préservons ce qui compte. » Marc hocha la tête, comprenant le sens plus profond derrière ces simples mots. « Faites de votre mieux. J'aimerais aussi un nouveau cadre. Quelque chose de simple mais de bonne qualité. » 3 jours plus tard, Marc récupéra la photo restaurée. Les couleurs étaient plus vives, les taches disparues, protégées par un verre anti-reflet dans un cadre en bois sombre, élégant sans être ostentatoire. Cet après-midi-là, il apporta la photo à Green Meadows. Il trouva Margaret dans la salle de piano, où un bénévole jouait pour un petit groupe de résidents. Sa mère était assise près de la fenêtre, le regard lointain, les mains jointes sur ses genoux. « Bonjour », dit Marc en s'approchant prudemment pour ne pas la surprendre. Elle se tourna vers lui, ses yeux mettant un moment à faire le point. « Bonjour », répondit-elle poliment, sans reconnaissance. « Je vous ai apporté quelque chose », continua-t-il en sortant un paquet emballé de son sac. Une photographie. Marc lui tendit le cadre soigneusement emballé. Elle l'ouvrit lentement, avec précision, comme si elle déballait quelque chose de très fragile. Lorsque la photo fut révélée, Margaret l'examina avec curiosité. Ses doigts tracèrent les contours des visages de ce moment lointain. Il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux, aucune étincelle soudaine, aucun déclic, juste un léger intérêt, le même qu'elle aurait pu montrer pour n'importe quelle image agréable. « Ce sont de gentilles personnes », commenta-t-elle. « Oui », acquiesça Marc, déglutissant difficilement. « Une journée au parc, un pique-nique. On dirait une journée heureuse, » dit-elle, étudiant toujours la photo. La femme a un joli sourire. En effet. Et les garçons ? Elle s'interrompit, le front légèrement plissé, comme si elle essayait d'atteindre un souvenir au-delà de sa portée. Des frères ? Oui, confirma Marc. Ce sont des frères. Margaret hocha la tête, satisfaite d'avoir confirmé quelque chose qu'elle sentait confusément sans savoir comment. Elle continua de tenir la photo doucement, comme si elle en sentait la valeur même sans en saisir la signification. « Puis-je la mettre dans votre chambre ?» demanda Marc. « Pour que vous puissiez la regarder tous les jours. »« Oui, ce serait bien, » répondit-elle en lui rendant la photo. « C'est une belle image. Elle semble paisible. » Marc sentit une boule dans sa gorge. Elle ne savait pas qu'elle se regardait elle-même, ses propres fils, un souvenir qui lui appartenait autant qu'à lui. Et pourtant, quelque chose dans cette photo l'atteignait encore, résonnait encore dans un endroit que la maladie n'avait pas touché. Ce soir-là, il envoya un SMS à Ryan, « Je lui ai apporté une vieille photo aujourd'hui, celle du pique-nique à Riverside Park. Tu te souviens ? Nous 3 sur la nappe rouge et blanche. » La réponse vint rapidement, surprenant Marc, « Je me souviens. J'ai tellement mangé de gâteaux que j'ai eu mal au ventre. » L'a-t-elle reconnu ? Non, mais elle a dit que ça semblait paisible. Une partie d'elle est toujours là, Ryan. D'une manière ou d'une autre. Plusieurs minutes passèrent avant le message suivant de Ryan. Parfois, j'ai l'impression de rendre visite à un fantôme. Une coquille vide de notre mère, sans elle à l'intérieur. C'était la déclaration la plus personnelle, la plus vulnérable que Ryan ait partagée. Marc lut ces mots, sentant le poids de la douleur de son frère. Une douleur que Marc commençait seulement à comprendre. Je sais. C'est comme étreindre une ombre. Mais il y a des moments. Des fragments. Quel genre de fragments ? Marc hésita avant de taper. Tout à l'heure, dans la salle commune, ils ont commencé à jouer du jazz au piano. Elle a fredonné, comme si elle reconnaissait l'air. Elle a ri quand elle s'est rendue compte qu'elle le faisait. Il se souvenait vivement du moment. Après avoir placé la photo dans la chambre de Margaret, ils étaient retournés dans le salon où un bénévole avait commencé à jouer des standards de jazz au piano. Quand les premières notes de Fly Me to the Moon avaient retenti, quelque chose s'était éveillé sur le visage de Margaret. Ses doigts avaient commencé à tapoter légèrement sur ses genoux, suivant le rythme. Puis, à la surprise de Marc, elle s'était mise à fredonner, suivant la mélodie avec une justesse surprenante.
Il n'y avait pas de paroles, juste le son doux de sa voix accompagnant l'air. À un moment donné, Margaret s'était rendue compte qu'elle fredonnait. Elle avait regardé Mark avec une expression légèrement timide, puis avait souri et laissé échapper un petit rire, le son le plus authentique et vivant qu'il ait entendu d'elle depuis leur retrouvaille. Un instant, juste un bref instant, il avait semblé que la vraie Margaret avait émergé du brouillard de sa maladie. La musique reste, répondit Ryan après une longue pause. Le neurologue a dit que c'est l'une des dernières choses à disparaître. C'était beau, écrivit Mark, et douloureux en même temps. Bienvenue dans ma vie depuis 2 ans, fut la réponse abrupte de Ryan. Mark savait qu'il méritait cela. Le ressentiment de Ryan était justifié. Pendant que Mark construisait sa carrière et accumulait les succès professionnels, Ryan avait affronté seul le déclin de leur mère, la regardant perdre un peu plus d'elle-même chaque jour. « Je suis désolé », répondit-il simplement. « Il ne s'agit pas que tu sois désolé, Mark », rétorqua Ryan presque immédiatement. « Ça ne l'a jamais été. » Le message piqua, mais Mark savait que c'était vrai. Son regret, sa culpabilité, ses tentatives tardives de réparation, rien de tout cela ne concernait vraiment Margaret ou Ryan. Il s'agissait de lui, de sa propre rédemption. Après quelques minutes, un autre message de Ryan arriva. « Dimanche, ne sois pas en retard. Et apporte du vin. » Mark sourit à son téléphone. C'était la première fois que Ryan ajoutait une demande personnelle à l'invitation à dîner. Pas exactement un rameau d'olivier, mais peut-être une petite brindille. « J'y serai. » Avec du vin, écrivit-il en retour. Au cours des jours suivants, Mark équilibra son emploi du temps professionnel réduit avec ses visites à Green Meadows. Après chaque visite, il remarquait que Margaret regardait la photo qu'il avait apportée. Parfois, elle demandait qui étaient les personnes. D'autres fois, elle notait simplement à quel point cela semblait heureux. Un après-midi, elle surprit Mark en disant, tout en fixant la photo, « Tu sais, j'allais pique-niquer avec mes enfants. » Le cœur de Mark se serra. « Vraiment ? » ?»« Oui, » continua-t-elle, les yeux toujours sur l'image. « Je ne m'en souviens plus très bien maintenant. Étrange, n'est-ce pas, comment on peut oublier les personnes les plus importantes de notre vie ?» Mark déglutit difficilement, luttant contre une vague d'émotions. « Ça doit être dur. » « Parfois, » admit-elle avec une lucidité momentanée qui apparaissait de temps en temps, mais d'autres fois, j'ai l'impression qu'ils sont toujours là, même si je ne peux pas les voir clairement. Comme des ombres amicales. Cette nuit-là, Mark envoya un dernier message à Ryan avant le dîner de dimanche. Elle m'a dit qu'elle se souvient avoir pique-niqué avec nous. Pas spécifiquement nous, mais le sentiment. C'est quelque chose, non ? La réponse de Ryan fut sa plus longue à ce jour. Ouais, c'est quelque chose. J'ai appris à apprécier ces fragments. C'est tout ce qu'il lui reste de nous, et tout ce qu'il nous reste d'elle. À dimanche, Mark. Mark fixa le message pendant un long moment. Ce n'était pas le pardon ni la réconciliation complète, mais c'était une reconnaissance qu'à leur manière, ils enduraient la même tempête. La perte progressive de quelqu'un de toujours physiquement présent, mais s'éloignant chaque jour davantage. C'était un début, un silence partagé là où il n'y avait eu autrefois que du vide. Le changement fut subtil au début. Un mardi ordinaire, Mark remarqua que Margaret semblait plus silencieuse que d'habitude. Ses yeux, bien que souvent flous, paraissaient encore plus distants. Lorsqu'il essaya de discuter avec elle du jardin, ses réponses vinrent lentement et avec peu de cohérence. « Vous sentez-vous bien aujourd'hui » demanda-t-il doucement en lui tenant la main. Margaret le regarda, clignant plusieurs fois des yeux comme si elle essayait de refaire le point. « Je suis fatigué, très fatigué. » Mark alerta l'infirmière Helena, qui vérifia la tension artérielle et la température de Margaret. Un peu basse, mais rien d'alarmant, nota-t-elle. Nous allons la surveiller. Parfois, elles ont juste de mauvais jours. Le lendemain, Ryan reçut un appel à son travail. Margaret était tombée en essayant de sortir seule de son lit. Ce n'était pas grave, juste des ecchymoses, mais l'incident souleva l'inquiétude de l'équipe médicale. Les frères se rencontrèrent dans le couloir de Green Meadows, tous deux l'air inquiets. Ils ne s'étaient pas vus depuis ce dîner du dimanche chez Ryan, une soirée qui, bien que toujours tendue, avait été un pas en avant significatif. « Que s'est-il passé exactement » demanda Mark, sautant toute salutation. Elle a essayé de se lever sans appeler personne. Elle était désorientée. Ryan se frotta les yeux fatigués. C'est arrivé une fois auparavant, il y a environ 6 mois. Le docteur Phillips, le neurologue qui suivait Margaret, les trouva dans la salle d'attente.
C'était un homme d'âge mûr au comportement doux mais franc. Après les présentations, il les conduisit à son bureau. L'état de Madame Ellis progresse, expliqua-t-il en faisant défiler des notes sur sa tablette. Ce que nous observons est cohérent avec l'entrée dans une nouvelle phase de la maladie. À quoi pouvons-nous nous attendre ? Demanda Marc en se penchant en avant. Le médecin ajusta ses lunettes. Une confusion accrue, surtout le soir, ce que nous appelons l'agitation vespérale. Une agitation potentielle, parfois de l'agressivité, bien que cela varie d'un patient à l'autre. Des difficultés croissantes avec les tâches quotidiennes, s'habiller, l'hygiène personnelle et éventuellement manger. Ryan, qui avait déjà entendu des prévisions similaires, gardait le regard fixé sur un point du mur derrière le médecin. Marc, pour qui c'était nouveau, sentit sa gorge se serrer. Combien de temps ? La question resta en suspens. Chaque patient est unique, répondit le docteur Phillips avec la diplomatie de quelqu'un qui a eu cette conversation des centaines de fois. Certains se stabilisent pendant des mois, voire des années. D'autres se détériorent plus rapidement. Et la douleur ? Demanda brusquement Ryan, ses yeux maintenant fixés sur le médecin. Souffre-t-elle ? Nous n'avons aucune indication de douleur physique pour le moment. La confusion et l'agitation proviennent plus de la désorientation que de l'inconfort. Nous surveillons de près, cependant. Le médecin les laissa absorber l'information avant de continuer. J'aimerais discuter de certains changements dans son traitement. De petits ajustements à ses médicaments pour aider à gérer l'agitation et prévenir d'autres chutes. Quelles sont nos options ? Demanda Marc. Nous pourrions envisager un inhibiteur de la cholinestérase plus puissant, combiné à un anxiolytique léger pour ces périodes les plus agitées, expliqua le médecin. L'objectif est de maintenir votre mère confortable sans la sédater excessivement. Ryan hocha la tête, familier du jargon médical après 2 ans à gérer cela. Effet secondaire ? Nausées possibles au début, peut-être quelques troubles gastro-intestinaux. Nous surveillerons et ajusterons les doses si nécessaire. Les frères échangèrent un regard rapide, une consultation tacite. Que pouvons-nous faire pour aider ? Demanda Marc après une pause. Votre présence est la chose la plus importante, répondit le docteur Phillips. Des visages familiers, des voix connues. Même si elle ne les reconnaît pas consciemment, il y a un réconfort qui va au-delà de la mémoire. Ryan hocha la tête en signe d'accord, comme pour confirmer ce qu'il savait déjà par expérience. La musique aussi. Elle réagit bien à la musique. Excellente observation, dit le médecin. Des stimuli sensoriels positifs, la musique qu'elle émet, des odeurs familières, des textures réconfortantes, tout cela peut aider à minimiser l'agitation. Après la consultation, les frères marchèrent en silence dans le couloir en direction de la chambre de Margaret. Ils la trouvèrent assise sur le lit, regardant par la fenêtre. Un petit pansement couvrait sa tempe, là où elle s'était cognée en tombant. « Maman !» appela doucement Ryan, utilisant un mot qu'il savait qu'elle n'associerait plus à eux, mais qu'il ne pouvait s'empêcher d'utiliser. Margaret se tourna lentement. Son regard parcourut la pièce avant de se poser sur les 2 hommes dans l'embrasure de la porte. « Bonjour, fille. » Aucune reconnaissance dans sa voix, mais le même ton poli qui subsistait alors que tant d'autres qualités s'étaient estompées. Marc et Ryan échangèrent un bref regard avant d'entrer complètement dans la pièce. Ils s'assirent, un de chaque côté du lit, comme des sentinelles silencieuses. Dans les jours qui suivirent, ils trouvèrent une routine sans avoir besoin d'un accord formel. Ryan venait le matin avant le travail et de nouveau en début de soirée. Marc réorganisa son propre emploi du temps pour couvrir l'heure du déjeuner et les après-midi. Lorsque leurs horaires se chevauchaient, ils partageaient l'espace dans un silence qui perdit progressivement sa tension. Margaret oscillait entre des périodes de calme et des moments d'agitation intense. Un après-midi particulièrement difficile, elle refusa de manger, repoussant le plateau avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi frêle. « Je ne veux pas de ça. Je dois rentrer à la maison. » insista-t-elle, la voix élevée, les yeux écarquillés d'une peur qui brisait le cœur de quiconque la regardait. « Thomas attend. Je dois faire le dîner. » Marc, qui était seul avec elle à ce moment-là, se sentit complètement perdu. Thomas, son père, était parti depuis près de 20 ans. Ryan arriva au milieu de l'épisode. À la surprise de Marc, il n'essaya pas de la confronter à la réalité. « Ce n'est pas grave, maman. Thomas sait que tu seras un peu en retard aujourd'hui, dit-il calmement. Il veut que tu manges d'abord pour que tu aies de l'énergie pour cuisiner plus tard. » La stratégie fonctionna. Margaret se calma presque instantanément,
hochant la tête comme si cette explication avait un sens parfait. Elle permit à Ryan d'ajuster son oreiller et accepta quelques cuillerées de soupe. Plus tard, quand elle s'était endormie, les frères sortirent dans le couloir. « Comment sais-tu quoi faire ?» demanda Mark, sincèrement impressionné. Ryan haussa les épaules, mais pas avec dédain. « J'ai appris avec le temps. Ça ne sert à rien de lui imposer la réalité. Ça ne fait que causer plus de détresse. Il vaut mieux suivre son récit, trouver un moyen doux de sortir de la confusion. » Mark hocha la tête, absorbant la leçon. « Merci. J'apprends encore. » « Nous apprenons tous, » répondit Ryan, sans son ton froid habituel. Chaque étape apporte de nouveaux défis. Le lendemain matin, Mark arriva à la maison de retraite pour trouver Ryan déjà là, aidant une infirmière à changer les draps de Margaret pendant qu'on l'aidait à prendre sa douche. « Tu n'avais pas à venir si tôt, » dit Ryan, sans le ton accusateur qu'il aurait pu utiliser des semaines auparavant. « Je voulais être là, » répondit simplement Mark. « Je n'ai pas beaucoup dormi de toute façon. » Ryan hocha la tête, comprenant sans avoir besoin de plus de mots. Ils passèrent le reste de la matinée dans la chambre de Margaret, l'un ou l'autre toujours dans son champ de vision, même quand elle semblait inconsciente de leur présence. Au déjeuner, ils réussirent à lui faire manger de la purée de pommes de terre et quelques cuillerées de gélatine. De petites victoires qui semblaient énormes dans le contexte. Alors, le médecin a dit qu'il commencerait les nouveaux médicaments ce soir, commenta Ryan en essuyant doucement le coin de la bouche de Margaret. « Je serai là, » dit Mark. Ryan le regarda un instant. « Je dois aller chercher les enfants à l'école, mais je peux revenir après. »« Ne t'inquiète pas, je resterai avec elle. Tu dois être avec ta famille aussi. » Ryan hésita, puis hocha la tête. « Je t'apporterai à dîner plus tard. »« Ce n'est pas nécessaire. »« Je sais, mais je l'apporte quand même. » Ce simple échange, pratique, sans fioriture, dépourvu de grandes démonstrations émotionnelles, était un pas en avant significatif pour les frères. L'aggravation de l'état de Margaret, dans sa cruelle progression, les avait ironiquement poussés vers une réconciliation qui n'aurait peut-être jamais eu lieu autrement. Ce soir-là, Ryan revint comme promis, portant un récipient de ragoût fait maison. Il trouva Mark lisant doucement à Margaret, qui semblait somnoler mais ouvrait occasionnellement les yeux comme pour vérifier qu'il était toujours là. Les frères mangèrent à tour de rôle, l'un restant toujours aux côtés de Margaret. Ils parlèrent peu, seulement ce qui était nécessaire pour coordonner les soins. Mais dans les pauses silencieuses, quelque chose se construisait. Un pont au-dessus des années de ressentiment et d'absence. Lorsque l'infirmière de nuit vint administrer le nouveau médicament, Mark et Ryan se tinrent à ses côtés, posant des questions sur ses effets attendus et les signes avant-coureurs. « Vous êtes très dévoués tous les deux, » remarqua l'infirmière en partant. « Ça fait une différence, vous savez. » Ils restèrent bien après les heures de visite normale, une exception accordée en raison de l'état de Margaret. À un moment donné, Ryan se leva pour s'étirer les jambes et rapporta 2 tasses de café de la machine du couloir. « Infect » marmonna-t-il en entendant une à Mark. « Horrible » acquiesça Mark après une gorgée. « Mais ça fait son travail. » Assis sur des chaises inconfortables, sirotant du mauvais café pendant que leur mère dormait sous l'effet du nouveau médicament, les frères échangèrent un regard qui en disait plus que n'importe quelle conversation. Ils étaient tous les deux épuisés, inquiets, alourdis par les responsabilités. Mais ils étaient là ensemble, unis par un but qui surpassait leurs différences. Et dans ce regard silencieux, il y avait plus que de la fatigue. Il y avait de la solidarité. La solidarité de frères qui, après des années de distance, se retrouvaient côte à côte, à nouveau, dans l'expérience humaine la plus fondamentale. Prendre soin de celles qui avaient autrefois pris soin d'eux. Les jours à Green Meadows prirent un rythme qui leur était propre. Mark arrivait tôt, vers 8 heures, apportant du café décent d'un café voisin. Ryan se présentait à 9 heures, après avoir déposé ses enfants à l'école. Il comparait leurs notes sur la nuit de Margaret, parlait brièvement avec les infirmières du matin, puis s'installait dans sa chambre pour la journée. Le nouveau médicament avait stabilisé son état. Il n'y avait pas d'amélioration, il savait que cela n'arriverait pas, mais il n'y avait pas non plus de déclin spectaculaire. Ces épisodes d'agitation étaient moins fréquents, bien que plus intenses lorsqu'ils se produisaient. La confusion persistait, fluctuant entre une désorientation totale et de brefs moments de clarté relative. Les frères apprirent à se relayer sans discussion formelle. L'un allait déjeuner pendant que l'autre restait. Puis ils échangeaient au dîner. Ryan partait chercher ses enfants et revenait plus tard,
trouvant souvent Mark toujours là, travaillant sur son ordinateur portable pendant que Margaret dormait. Mark avait restructuré sa vie professionnelle en conséquence, déléguant des tâches, menant des visioconférences dans le café de la maison de retraite, signant des documents apportés par Janet, dont la patience pour cette nouvelle dynamique était étonnamment généreuse. La froideur initiale entre les frères se dissipa progressivement, remplacée par une camaraderie pratique née d'un besoin partagé. Ils n'étaient pas exactement amis, il y avait encore trop de blessures, trop de temps perdu, mais ils étaient partenaires dans ce voyage inattendu. Un mercredi particulièrement calme, Margaret dormait paisiblement, à l'exception du bip occasionnel d'un équipement distant. Elle était dans un sommeil profond, ce que le docteur Phillips leur avait assuré être bénéfique, naturellement reposant, pas seulement induit par les médicaments. Mark était assis près de la fenêtre, regardant une pluie fine dessiner des motifs sur la vitre. Ryan occupait le fauteuil près du lit, feuilletant distraitement un magazine sans vraiment le lire. Le silence entre eux était maintenant confortable, libre de la tension qui remplissait autrefois chaque pause. C'était le silence de personnes qui avaient trouvé leur propre cadence ensemble. « On dirait qu'il va pleuvoir toute la journée », remarqua Ryan nonchalamment, regardant par la fenêtre. Mark acquiesça. « Bon pour le jardin. Elle a toujours aimé les jours comme ça. » Ouais, elle disait que la nature a besoin de pleurer parfois pour que tout puisse pousser plus fort après. Mark sourit doucement. Elle avait un dicton pour tout. Elle en a encore parfois. Hier, elle m'a dit que les pommes ne tombent pas loin de l'arbre. Aucune idée de ce à quoi elle faisait référence, mais c'est sorti parfaitement, comme si elle venait de s'en souvenir. Ils retournèrent à leur silence confortable, chacun perdu dans ses propres pensées. La pluie redoubla un instant, tambourinant contre la fenêtre, puis retomba en une bruine régulière. Mark regarda son jeune frère, le regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Il remarqua les rides d'inquiétude, les cheveux prématurément grisonnants aux tempes de Ryan, la posture légèrement voûtée de quelqu'un portant un poids invisible. Ryan paraissait plus âgé que ses 38 ans, usé par les responsabilités et les soucis. Quelque chose s'agita en Mark, non pas une révélation soudaine, mais l'aboutissement de semaines de réflexion, d'observation et d'auto-évaluation forcée. Une oppression se forma dans sa gorge et il sentit ses yeux s'embuer. Ryan dut sentir le changement dans l'atmosphère, car il leva les yeux de son magazine, voyant l'expression sur le visage de Mark. Il fronça légèrement les sourcils, perplexe. « Ça va ?» Mark déglutit difficilement, essayant de rassembler ses pensées. Il avait répété ce moment dans son esprit de nombreuses fois, mais trouva soudain ces mots préparés insuffisants. « Ryan » commença-t-il, la voix épaisse d'émotion. « Je suis désolé. » L'homme plus jeune se raidit légèrement, comme s'il ne s'attendait pas à cette direction. Il ne répondit pas, attendant simplement que Mark continue. « J'ai laissé tant de choses m'échapper dans ma vie, » poursuivit Mark, regardant maintenant directement Ryan. « J'ai couru après tant de choses en pensant qu'elles comptaient, et ce n'est que maintenant que je vois. J'ai tout gagné sauf ce qui avait vraiment de la valeur. Et je vous ai perdus tous les deux en cours de route. » Les mots sortirent plus facilement qu'il ne l'avait prévu, peut-être parce qu'ils étaient vrais, peut-être parce qu'il était grand temps. Ryan baissa le regard un instant, absorbant ce que Mark avait dit. Son visage était un masque indéchiffrable, ne révélant rien sur le fait que les excuses l'avaient touché ou avaient rouvert de vieilles blessures. Le silence qui suivit parut lourd de tension. Une seconde passa, puis 5, puis 10. Mark sentit le poids écrasant de l'attente, la peur d'avoir parlé trop tard. Finalement, Ryan posa le magazine et se leva. Pendant un terrible instant, Mark pensa qu'il pourrait simplement quitter la pièce, rejetant les excuses comme insuffisantes après toutes ces années. Mais Ryan ne se dirigea pas vers la porte. En deux enjambées, il fut à côté du fauteuil de Mark. Sans un mot, il se pencha et le serra dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte hésitante ou superficielle. C'était simple et entier. Les bras de Ryan s'enroulèrent fermement autour des épaules de Mark. Aucune réserve, aucune demi-mesure. Mark se figea un instant, si surpris par cette acceptation inattendue qu'il ne sut comment réagir. Puis, quelque chose en lui eut une barrière, une défense construite au fil des années d'isolement émotionnel, céda simplement. Il rendit l'étreinte, s'accrochant à son frère comme s'il était une bouée de sauvetage en pleine mer. Il ne fit aucune tentative pour cacher les larmes qui coulaient librement sur son visage. Il n'y avait pas besoin de feindre la force ou le contrôle ici, pas maintenant. L'étreinte dura aussi longtemps qu'il le fallait, assez de temps pour transmettre ce que les mots ne pourraient jamais dire, pour commencer à combler le vide des années d'absence.
Quand ils se lâchèrent enfin, Ryan recula et regarda son frère aîné, ses propres yeux humides, mais avec un petit sourire. « Nous sommes là maintenant », dit-il simplement. 3 mots, rien de grandiose ni de poétique, juste une calme affirmation d'un présent partagé, deux se rencontrant enfin, vraiment, après toutes ces années. Mark hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ryan retourna à son fauteuil, reprit son magazine, mais ne l'ouvrit pas. Il jeta un coup d'œil à Margaret, toujours endormie profondément, inconsciente du petit miracle qui venait d'avoir lieu. Elle serait heureuse, observa Ryan après quelques instants. Elle a toujours dit que nous comprendrions un jour. Comprendre quoi? Que nous sommes frères. Que cela signifie quelque chose au-delà des disputes et des différences, du temps et de la distance. Il haussa les épaules, le geste maintenant plus détendu, moins sur la défensive. Elle avait raison, je suppose. Mark regarda de nouveau par la fenêtre. La pluie s'était calmée et un rayon de soleil perçait à travers les nuages, créant des reflets dorés sur les gouttes qui s'accrochaient encore à la vitre. Ils ne parlèrent plus ce matin-là. Ils n'en avaient pas besoin. Le miracle dont ils venaient d'être témoins parlait de lui-même. Ils savaient tous les deux que ce ne serait pas facile. Il y avait des années de blessures, de suppositions, de choix de vie qui les avaient séparés. Mais quelque chose avait fondamentalement changé dans ce simple échange. Une graine avait été plantée entre frères. Il n'y avait plus d'urgence maintenant, plus d'exigence. Juste 2 hommes côte à côte, unis par leur amour pour la femme dormant paisiblement dans ce lit, peut-être pour la première fois depuis des décennies, vraiment unis par quelque chose d'autre aussi, la compréhension que, malgré tout, ils étaient une famille. Ils étaient là maintenant, pour ce qui restait de Margaret, et pour ceux qui, enfin, pourraient s'épanouir entre eux. Les semaines se transformèrent en mois. L'automne céda la place à l'hiver, et les jours raccourcirent, l'obscurité tombant plus tôt. La vie à Green Meadows continuait, changeant subtilement à mesure que les besoins de Margaret évoluaient. Un après-midi de fin novembre particulièrement calme trouva les frères assis dans la chambre de Margaret, comme à leur habitude, un de chaque côté du lit. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée et chaude à travers la fenêtre, transformant la simple chambre institutionnelle en quelque chose de presque intime. Ils n'avaient pas encore allumé de lumières artificielles, préférant la lueur naturelle qui adoucissait les contours de la pièce. Margaret était réveillée, calée contre ses oreillers. Elle portait une chemise de nuit bleu pâle que Sarah, la femme de Ryan, lui avait achetée, et ses cheveux blancs étaient soigneusement brossés, grâce à Helena qui prenait un soin particulier de sa patiente. L'après-midi se passa dans un silence confortable. Ryan feuilletait un magazine, jetant occasionnellement un coup d'œil à sa mère pour vérifier qu'elle restait calme. Mark lisait des messages professionnels sur son téléphone, répondant brièvement aux plus urgents. Puis ils remarquèrent que Margaret les observait, non pas avec son regard vide habituel, mais avec une intensité qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Ses yeux passaient lentement du visage de Ryan à celui de Mark, et vice-versa. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, une clarté, une présence qui avait été absente pendant des mois. Ryan le réalisa le premier. Il posa le magazine et se pencha plus près. « Maman, ça va ?» Margaret ne répondit pas tout de suite. Elle continua de regarder ses 2 fils, comme si elle essayait de résoudre une énigme complexe. Ses yeux, les mêmes yeux bruns dont Mark avait hérité, semblaient plus alertes. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle pratiquait des mots qui ne parvenaient pas tout à fait à se former. Mark rangea son téléphone, remarquant aussi le changement. Il échangea un regard rapide, plein d'espoir mais prudent, avec Ryan. Tous deux avaient appris à ne pas se faire d'illusions. « Maman » s'aventura doucement Mark. Margaret cligna des yeux, comme si sa voix l'avait ramené de très loin. Son regard se posa sur Mark pendant un long moment, puis, lentement, elle leva la main et toucha son visage, ses doigts tremblants traçant ses traits. « Mark » dit-elle, sa voix presque un murmure. Son nom, si simple, atterrit dans la pièce silencieuse comme une pierre jetée dans une eau calme. Mark sentit son souffle se couper. À côté de lui, Ryan se figea. Margaret se tourna vers Ryan, tendant son autre main vers lui. « Ryan » dit-elle, tout aussi clairement. Ryan prit sa main doucement, la tenant comme si elle était incroyablement fragile. « Oui, maman » répondit-il, la voix tremblante. Des larmes emplirent les yeux de Margaret alors qu'elle regardait d'un fils à l'autre. Un sourire sincère, plein de reconnaissance et d'amour illumina son visage ridé. « Mes fils » dit-elle, la voix épaisse d'émotion. « Mes garçons » Mark eut l'impression que le monde avait momentanément cessé de tourner.
Tous les bruits de la maison de retraite s'estompèrent, le cliquetis lointain des préparatifs du dîner, les voix douces des infirmières dans le couloir, le bourdonnement d'une télévision dans une chambre voisine. Seul ce moment restait, ces mots, le regard de reconnaissance dans les yeux de sa mère. Ryan laissa échapper un souffle tremblant, comme s'il avait été frappé. Il serra plus fermement la main de Margaret, les larmes coulant librement sur son visage. « Tu te souviens de nous » demanda-t-il, à peine audible. Margaret hocha lentement la tête. « Mes fils » répéta-t-elle, comme un talisman, quelque chose auquel elle se raccrochait. « Vous êtes là. Ensemble. » Mark se rapprocha, prenant l'autre main de Margaret. « Nous sommes là, maman, » dit-il, essayant de stabiliser sa propre voix. « Tous les deux. » Elle le regarda, les yeux humides mais parfaitement lucides. « Mark » répéta-t-elle en savourant le nom. « Tu es revenu » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. « Oui » réussit-il à dire, la voix étranglée. « Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. » Margaret serra sa main. « Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Mark ne put retenir ses larmes. Se penchant, tenant toujours sa main, il murmura « Maman, pardonne-moi pour tout. Pour être resté loin si longtemps, pour n'avoir réalisé que maintenant ce qui compte vraiment. » Margaret lâcha les mains de ses fils, dans un geste qui les surprit tous les deux, ouvrit grand les bras. C'était une invitation, une étreinte qui transcendait les mots. Mark se pencha vers elle, se laissant étreindre par des bras frêles mais étonnamment forts. Il pleura sans retenue contre la poitrine de sa mère, comme au jour lointain de son enfance. « J'ai toujours su que tu reviendrais » murmura-t-elle dans ses cheveux. « Toujours. » Ryan regardait en silence, les larmes aux yeux, témoin d'un moment dont il avait souvent douté qu'il arriverait un jour. Il y avait tant de choses dans cette étreinte, pardon, retrouvailles, amour inconditionnel, que les mots ne pourraient jamais pleinement transmettre. Quand Mark se redressa enfin, Margaret se tourna vers Ryan. Il y avait une clarté dans ses yeux, une présence consciente qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. « Tu as pris soin de moi » dit-elle simplement. « Tout ce temps » Ryan hocha seulement la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. « Mes garçons » dit Margaret en les regardant tous les deux. Ensemble à nouveau. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ils parlèrent tous les trois pendant près d'une heure, la conversation la plus longue et la plus cohérente qu'ils aient eue depuis des années. Margaret posa des questions sur les petits-enfants, sur le travail de Mark, sur la maison de Ryan. Il y eut des moments de confusion, des moments où elle perdit le fil de ses pensées, mais elle revenait toujours, comme déterminée à profiter au maximum de cette fenêtre de lucidité inattendue. Alors que le crépuscule approchait, Margaret montra des signes de fatigue. Ses yeux, brillants et concentrés quelques instants auparavant, commencèrent à se fermer. Ses phrases devinrent plus courtes, parfois inachevées. « Je crois que j'ai besoin de me reposer », dit-elle finalement en s'enfonçant plus profondément dans les oreillers. « Bien sûr, maman », acquiesça doucement Ryan. « Nous resterons juste ici. » Margaret sourit, déjà à moitié endormie. « Mes fils », murmura-t-elle une fois de plus avant que ses yeux ne se ferment complètement. Les frères restèrent silencieux à ses côtés alors qu'elle s'endormait, chacun absorbant ce qui venait de se passer. Ils ne parlèrent pas. Il n'y en avait pas besoin. Le miracle dont ils avaient été témoins parlait de lui-même. Environ une demi-heure plus tard, une fois que la respiration de Margaret indiqua un sommeil profond, Elena entra doucement pour vérifier ses médicaments du soir. Elle sentit quelque chose de différent dans la pièce et lança un regard interrogateur au frère. « Elle nous a reconnus » chuchota Ryan, prudent de ne pas déranger sa mère. « Complètement. Nous avons parlé. Elle est elle-même. » Elena sourit doucement, mais sans surprise. « Ça arrive parfois » dit-elle en vérifiant une perfusion. « Nous appelons ça des moments de lucidité. Ils sont rares, mais précieux. »« Est-ce que ça arrivera encore » demanda Mark, toujours ému. L'infirmière ajusta la couverture de Margaret avec soin. « Peut-être, peut-être pas. Chaque cas est différent. » Elle regarda les frères avec compassion. « Ce qui compte, c'est que vous étiez là quand c'est arrivé. » Une fois Elena partie, Mark et Ryan restèrent au chevet, regardant leur mère dormir. La pièce était presque complètement sombre maintenant, éclairée seulement par une douce lueur du couloir à travers la porte entr'ouverte. « Penses-tu qu'elle se souviendra quand elle se réveillera » demanda Mark après un long silence. Ryan secoua lentement la tête. « Probablement pas. Mais ce n'est pas grave. Nous nous souvenons. » Quelques heures plus tard,
Tard dans la soirée, Margaret s'agita à nouveau. Elle regarda autour d'elle, confuse, jusqu'à ce que son regard se pose sur ses fils. « Bonjour », dit-elle poliment, du même ton qu'elle utilisait avec les étrangers. « Qui pourriez-vous bien être ?» Le moment était passé. La fenêtre s'était refermée aussi brusquement qu'elle s'était ouverte. La Margaret qui les reconnaissait était à nouveau cachée derrière le voile de sa maladie. Mark ressentit une pointe de tristesse, mais aucune déception. Il savait que c'était ainsi que la maladie fonctionnait, de brefs moments de lumière suivis de longues périodes de confusion. « Nous sommes des amis », dit gentiment Ryan. « Juste venu prendre de vos nouvelles. »« Oh, comme c'est gentil », murmura Margaret en se rendormant. « Les visiteurs sont toujours les bienvenus. » Sa voix s'éteignit dans un sommeil profond. Mark et Ryan se regardèrent, non pas avec tristesse, mais avec une compréhension et une gratitude partagées. Ils avaient eu leur moment de reconnaissance, bref mais réel, un cadeau au milieu d'un voyage difficile. Ils n'avaient besoin de rien de plus. Ce moment fugace de connexion, cette étreinte, ces mots « mes fils »,« mes garçons » suffisaient. Une dernière reconnaissance, peut-être, mais complète dans sa signification. Ryan posa doucement une main sur l'épaule de Mark. « Allons prendre un café », suggéra-t-il. « Elle va dormir paisiblement maintenant. » Mark hocha la tête et se leva. Avant de partir, il se pencha et embrassa le front de Margaret. « Bonne nuit, maman », murmura-t-il. « Merci. » Côte à côte, les frères quittèrent la pièce, emportant avec eux le trésor de ce moment, même s'il ne se répétait jamais. Il avait tout changé. La vie à Green Meadows reprit son cours habituel après ce rare moment de lucidité. Margaret retourna à son état habituel, douce, polie, mais déconnectée du monde qui l'entourait. Les médecins expliquèrent qu'il était courant pour les patients atteints d'Alzheimer d'avoir ces éclairs occasionnels de conscience, comme des éclairs dans une nuit noire, brillants, révélateurs et fugaces. Les jours se réchauffèrent alors que l'hiver cédait la place au printemps. Les fenêtres de la maison de retraite restaient ouvertes plus longtemps, laissant entrer un air frais parfumé de fleurs épanouies et de terre humide. Margaret devint encore plus silencieuse. Elle participait à moins d'activités, préférant s'asseoir et regarder les gens passer, son regard semblant voir au-delà de ce qui se trouvait devant elle. Mark et Ryan s'adaptèrent à cette nouvelle phase. Visitant toujours régulièrement, mais parlant moins et touchant plus ou lui tenant la main pendant qu'il lisait à haute voix ou s'asseyant simplement près d'elle. Ils avaient appris que parfois, le langage des soins n'a pas besoin de mots. Un matin d'avril particulièrement agréable, Ryan arriva plus tôt que d'habitude. Il trouva Mark déjà dans la chambre de Margaret, l'aidant à finir son petit déjeuner. « Regarde qui est là », dit Mark à Margaret alors que Ryan entrait. « Un autre visiteur pour toi aujourd'hui. » Margaret offrit à Ryan le même sourire poli qu'elle adressait à tout le monde, sans reconnaissance, mais avec la douceur qui subsistait même si tout le reste s'estompait. « Bonjour », salua Ryan en se penchant pour l'embrasser sur la joue. « Je t'ai apporté quelque chose. » D'un petit sac, il sortit un chapeau de paille léger avec un ruban bleu pâle. « Pour te protéger du soleil », expliqua-t-il en le posant doucement sur sa tête. Margaret toucha le bord avec curiosité, puis sourit, apparemment satisfaite. « C'est une belle journée dehors », remarqua Ryan en lançant un regard significatif à Mark. « J'ai pensé que nous pourrions faire une promenade dans le jardin. » Mark comprit immédiatement. « Excellente idée. Qu'en penses-tu, Margaret ? Un peu d'air frais ?» Elle hocha la tête, bien qu'il ne fût pas clair si elle comprenait vraiment. Pourtant, elle ne résista pas quand ils l'aidèrent à se lever. Ryan avait également apporté une veste légère, que Mark l'aida à enfiler tandis qu'Elena, entrant pour récupérer le plateau du petit déjeuner, regardait d'un air approbateur. « Je préviendrai la réception que vous serez dehors, » dit l'infirmière. « Prenez votre temps. C'est bon pour elle. » Les trois se dirigèrent vers le couloir, Margaret marchant lentement entre ses fils, un bras lié à chacun. Ses pas étaient plus incertains maintenant, plus courts, plus prudents, mais elle pouvait encore se déplacer avec leur soutien. À la porte menant au jardin, Margaret s'arrêta brièvement. Ryan et Mark attendirent patiemment, la laissant s'adapter à l'idée de sortir. Après quelques secondes, elle fit un petit signe de tête et ils continuèrent. Le jardin de Green Meadows était l'un des meilleurs atouts de la maison, bien entretenu, avec des allées plates parfaites pour ceux à mobilité réduite et de multiples parterres de fleurs créant un arc-en-ciel naturel de floraison. Des bancs étaient placés stratégiquement sous de grands arbres qui offraient une ombre généreuse. Le soleil du matin était doux, ni trop chaud ni trop faible.
Une légère brise froissait les feuilles et transportait le doux parfum des fleurs fraîchement écloses. Les oiseaux chantaient joyeusement, fournissant une bande sonore naturelle. Margaret sembla reprendre un peu vie dans le jardin. Ses yeux, souvent flous, parurent plus brillants alors qu'il parcourait son environnement. Son corps, habituellement tendu, se détendit visiblement. Ils marchèrent lentement autour du périmètre, s'arrêtant chaque fois que quelque chose attirait l'attention de Margaret. Elle s'attarda devant un parterre de marguerites, se penchant légèrement pour regarder de plus près. « Jolie », commenta-t-elle, l'un des rares mots qu'elle prononça ce jour-là. « Tout comme toi », répondit doucement Ryan en l'aidant à se stabiliser. À un autre moment, un papillon orange se posa sur un arbuste voisin. Margaret se figea, l'observant avec un émerveillement presque enfantin. Elle tendit la main lentement, comme si elle voulait le toucher, mais l'insecte s'envola avant qu'elle ne le puisse. À la surprise des frères, Margaret rit, un son clair qu'ils n'avaient pas entendu depuis des semaines. Après environ une demi-heure de promenade douce, Margaret commença à montrer des signes de fatigue. Sans un mot, Mark et Ryan la guidèrent vers un banc sous un pommier en fleurs, l'aidant à s'asseoir entre eux. De là, elle avait une vue parfaite sur tout le jardin. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle essayait d'absorber tout ce qu'elle voyait. Puis, à la surprise de ses fils, elle ferma les yeux et inclina le visage vers le soleil, comme si elle savourait un moment de pur contentement. « Elle a l'air heureuse », murmura Ryan en jetant un coup d'œil à Mark par-dessus la tête de leur mère, même sans se souvenir. « Et elle le sent », répondit Mark en observant le visage serein de Margaret, ses lèvres légèrement incurvées en un sourire. Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment, silencieux, existant simplement ensemble dans un espace au-delà des mots. Le chant des oiseaux, la brise dans les feuilles, le bourdonnement lointain des abeilles parmi les fleurs, tout se fondait en une symphonie naturelle qui semblait parfaite. Puis, sans avertissement ni raison apparente, Margaret ouvrit les yeux. Elle regarda d'abord Ryan, puis Mark, et enfin le jardin. Lentement, comme dirigée par une partie d'elle qui se souvenait encore, elle tendit les mains, une de chaque côté, et serra celle de ses fils. Elle ne dit rien. Peut-être n'avait-elle pas de mots. Mais ses yeux brillèrent un instant dès quelque chose qui transcendait la parole, une connaissance au-delà de la mémoire, quelque chose qui existait dans ses os même, son essence. C'était comme si, sans pouvoir les nommer ni se souvenir de leurs histoires communes, elle savait, à un niveau fondamental, qu'elle était entourée d'amour, que ces deux hommes à ses côtés signifiaient sécurité, soin, appartenance. Ryan et Mark serrèrent doucement ses mains en retour, formant une petite chaîne de connexion silencieuse. Aucun des trois ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Ce moment contenait tout ce qui était nécessaire. Pour les frères, c'était suffisant. Ce n'était pas la reconnaissance complète qu'ils avaient brièvement vécue cet après-midi doré quelques semaines plus tôt. C'était autre chose, de plus subtil, peut-être même de plus profond dans sa simplicité. C'était la compréhension que même lorsque l'esprit défaille, lorsque les souvenirs s'échappent comme du sable, quelque chose demeure. Quelque chose que la maladie ne peut effacer, ni le temps, ni la distance. Là, sur ce banc de jardin, sous le pommier en fleurs, leurs mains jointes et le soleil printanier réchauffant leurs visages, les trois formaient un portrait de réconciliation et d'acceptation. Une famille naviguant dans l'espace délicat entre ce qui reste et ce qui s'en va, entre ce qui peut être récupéré et ce qui doit être lâché. Et pour eux tous, à cet instant, c'était suffisant. Le printemps se transforma en été, et les changements ne se limitèrent pas aux saisons. Quelque chose avait changé de façon permanente chez Mark, comme si la glace qui avait autrefois enserré son cœur avait fondu, permettant de nouvelles possibilités. Margaret entra dans une phase encore plus silencieuse. Les médecins expliquèrent que c'était courant à ce stade. D'abord les souvenirs s'évanouissent, puis les mots, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une présence physique, un vaisseau fragile de ce qui fut autrefois une vie débordant d'histoire et d'émotions. Elle parlait rarement maintenant. Parfois, des jours passaient sans qu'elle ne prononce un seul mot. Pourtant, il y avait de la vie dans ses yeux, non pas l'étincelle de la reconnaissance ou de la compréhension, mais une douce présence qui brillait surtout lorsque ses fils étaient proches. Mark et Ryan s'installèrent dans une routine confortable. Ils visitaient selon des horaires alternés pendant la semaine et ensemble le dimanche. Ils avaient appris le langage du silence, comment montrer de l'amour par de petits gestes, comment lire à haute voix sans savoir si elle comprenait, comment ajuster son oreiller ou lui brosser les cheveux avec le soin qu'elle méritait. Mais les changements les plus profonds avaient eu lieu en Mark. Après 2 décennies à se concentrer uniquement sur sa carrière, il réorganisa toute sa vie.
Il délégua des responsabilités majeures dans son entreprise, promut des cadres de confiance à des postes qu'il croyait autrefois seuls capables d'occuper, et réduisit considérablement sa charge de travail. Le temps qu'il gagna n'était pas seulement pour sa mère. C'était pour les petites choses qu'il avait autrefois rejetées comme insignifiantes ou inutiles. Prendre un café hebdomadaire avec Ryan dans un café près du bureau de son frère, rendre visite occasionnellement à de vieux amis d'université, appeler d'anciens collègues avec qui il avait perdu contact. Un après-midi de juillet, alors qu'il marchait dans les couloirs de Green Meadows après une réunion avec le médecin, Mark réalisa avec quelle facilité il pouvait maintenant parler avec Ryan. Les barrières qui se dressaient autrefois entre eux s'étaient érodées, remplacées par une camaraderie qui, si elle n'était pas tout à fait la même que leur complicité d'enfance, avait sa propre force et sa propre valeur. « Comment vont les enfants ?» demanda Mark, faisant référence à sa nièce et son neveu qu'il voyait maintenant régulièrement. Il était devenu un invité fréquent chez Ryan ces derniers mois. « Charlie est obsédé par les dinosaures », répondit Ryan avec un sourire. « Ellie veut apprendre le piano. Sarah pense que c'est trop tôt, mais je pourrais au moins organiser quelques leçons d'essai. Elle a le talent musical de sa mère, observa Mark. Ryan hocha la tête, s'arrêtant brièvement pour saluer une infirmière qui passait. Alors qu'il continuait vers la chambre de Margaret, Mark sentit une envie d'exprimer quelque chose qui mûrissait en lui depuis des semaines. « Tu sais, je pensais que j'avais tout », commença-t-il, les yeux droits devant eux alors qu'ils marchaient côte à côte. « Mais en réalité, j'étais juste perdu. Vous retrouvez tous ? C'est comme si je m'étais retrouvé moi-même. » Ryan regarda son frère aîné, surpris par cette franchise inhabituelle. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, ni sarcastique ni amer comme il aurait pu l'être des mois auparavant, mais sincèrement chaleureux et acceptant. Ils atteignirent la porte de Margaret et entrèrent doucement. Elle dormait, l'air paisible, ses mains délicates reposant sur les draps blancs. Sa respiration était régulière, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme doux. Les frères prirent leur siège habituel, un de chaque côté du lit, sans avoir besoin de discussion. Leur corps connaissait déjà cette routine, une danse silencieuse pratiquée au fil des mois. Mark étudia le visage endormi de sa mère, les rides que le temps et la maladie y avaient gravées, la fragilité évidente et les os qui semblaient plus saillants chaque semaine. Pourtant, il y avait aussi une sérénité là, une paix qui transcendait sa souffrance. « Mon âme était vide », dit-il doucement, terminant sa pensée précédente. Maintenant, elle est à la maison. Ryan ne répondit pas verbalement. Il n'en avait pas besoin. Le silence qu'il partageait maintenant était confortable, rempli de tout ce qu'il n'avait plus besoin d'articuler. La pièce était baignée dans la lumière dorée de fin d'après-midi, filtrant à travers la fenêtre, peignant des motifs délicats sur les murs. Sur la table de chevet, la photo du pique-nique que Mark avait apporté des mois auparavant restait à une place d'honneur, un instantané d'une famille entière à une époque qui ne reviendrait pas, mais qui résonnait encore dans leur présent transformé. Margaret continuait de dormir, inconsciente de la présence de ses fils, mais en quelque sorte enveloppée par elle. C'était un paradoxe avec lequel ils avaient appris à vivre. Elle était simultanément là et pas là, partie d'eux et à part d'eux, unie par des liens que l'esprit ne reconnaissait plus mais qui perduraient néanmoins. Mark ferma les yeux un instant, se sentant étrangement entier. Le succès professionnel, l'argent, le statut. Rien de tout cela n'avait comblé le vide qu'il réalisait maintenant avoir porté pendant des années. Il avait fallu perdre sa mère à la maladie pour retrouver son frère, à travers Ryan, se retrouver lui-même. Dans le calme de la pièce, il y avait une sorte de paix construite uniquement par la présence continue, par l'engagement quotidien. Ce n'était pas parfait ni absolu. Il y avait encore de la douleur, du regret, la conscience aiguë du temps perdu. Mais il y avait aussi l'acceptation, le pardon et la chance de créer quelque chose de nouveau à partir des ruines. Enfin, Mark savait où était sa place. Non pas dans les gratte-ciel des entreprises ou sur les couvertures de magazines, mais ici, aux côtés de ceux qu'il aimait, pleinement présent pour les petits moments, concentré sur ce qui comptait vraiment. Dans le silence feutré de cette pièce, alors que le soleil déclinait vers l'horizon, il y avait une certitude silencieuse. Certaines fins sont en réalité de nouveaux commencements déguisés. Et pour Mark Collins, c'était plus que suffisant. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine histoire.